in a world. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta-BR, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Oyez, damoiselle, gente dame, approchez et entrez en fanfare dans la légende du roi Astier, Alexandre de son prénom, qui arrive enfin au cinéma pour débuter la fin de son œuvre initiée depuis l'an 2005. Des années de quête à la recherche d'un saint récipient sacré, à moins que ce ne soit au final une simple pierre incandescente. De quoi ravir les fans aux dents acérées qui perdent patience depuis longtemps avec ce premier volet d'une trilogie. Pour ce dernier épisode avant les vacances, il sera question d'aventure, de magie, de retour du roi et autres chevaliers de la table ronde. Mais connaissez-vous la légende des chevaliers de la table basse? Ambiance. On dirait les vélociraptors dans Jurassic Park. Je m'ennuie. Bon alors, qu'est-ce qu'il fout? Ah, tu m'as fait peur, idiot. Ça y est, je suis là. C'est encore Seigneur Clément qui m'a tenu la jambe avec Prométhée. Enfin bon, bref, vous savez. Bon, maintenant qu'on est tous là... Oh l'autre? Il dit ça comme si c'était pas de sa faute. De quoi? Bah oui, votre phrase laisse supposer que c'est vous qui avez attendu. Mais pas du tout, Merlin. Je veux juste dire que la réunion pour la quête peut commencer vu qu'on est tous réunis. Ah mais nous on l'a commencé il y a 1 heure, sans vous. Et puis de toute façon, la quête elle est finie depuis ce matin. Alors, premièrement, je suis le taulier ici, donc si j'arrive en retard, vous avez pas à moufter. Et de quoi vous parlez, Perceval? Comment la quête peut-elle être finie alors qu'elle n'a même pas encore commencé? Je vous ai pas vu roupiller pendant la réunion hier, pourtant. Bah oui, ce matin à la sortie de l'église, on a fait la quête. D'ailleurs, ils ont pas donné grand chose des pécores, sire. Alors pour la bouffe, va falloir allonger. On a tous mis un peu. Hein. Guenièse. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah en fait, je voulais vous encourager. Du coup, j'ai préparé des petits colliers. Vous savez, je crois que dans une contrée lointaine, on donne des petits colliers aux nouveaux voyageurs. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous faire plaisir. Ah, les cires, c'est tout pourri. En plus, c'est fait avec des coquillettes. Oh, qu'est-ce que vous êtes désagréable! Mais tirez-vous, c'est une réunion de chevaliers de la table basse ici. Vous n'avez rien à faire là. Foutez le camp, allez, cassez-vous. Et puis, c'est pas très sérieux de retaxer les paysans, sire. Vous êtes en galère de thunes. La quête, bande de demeurés, comme la quête pour le Graal. Partir à l'aventure, en mission, pas faire l'aumône. Vous nous avez pris pour deux Romano ou quoi? Hier vous avez dit, demain c'est la quête, pensez aussi à la bouffe. Il aurait fallu être plus précis. Ah, parce qu'il faut être précis en plus maintenant. Bref, vous avez perdu votre temps ce matin, ça ne nous empêche pas de commencer la réunion du BOQ. Le quoi? Attendez, personne n'a lu le mémo de la réunion? C'est quoi un mémo? Ah bah super. Pour les 5 du fond de la classe qui n'ont rien suivi, BOQ, Bureau d'organisation des quêtes. Ah, ok. Mais j'avais cru comprendre qu'on appellerait ça le MJC, Merlin et ses joyeux compagnons. Mais pas du tout, c'était les amis de la bonne bouffe, ABB. Ah non, c'était l'enthousiaste troupe des preux chevaliers de la table basse. Ce qui nous donne ETP, CTP. Vous avez raison, sire. BOQ, c'est bien mieux finalement. C'est QFD. Bon, laissez tomber, je vous expliquerai tout ça en chemin. Vu qu'on a la bectance du Seigneur Caradur, on peut y aller. Ah mais y a plus le singe là, sire. Comment ça? Bah, on a tout mangé pendant qu'on vous attendait. Faut dire qu'on n'avait pas vraiment compris qu'on partait en pique-nique, sire. Je sens que ça va être long. Et du coup, on fait comment pour la graille, sire? Eh ben, on aura qu'à bouffer les colliers de pâtes de l'autre quiche. Eh ben, on n'est pas sorti du sable, hein. Fin de la parodie des chevaliers de la table basse, bientôt sur vos écrans. On s'est bien amusé. Oui.
Il se démerdera. Bonne chance pour le montage. Dans le rôle de Perceval, Kevin. Salut Kevin. Merci, je voudrais dédier cet Oscar à ma famille tout d'abord. Il n'y a pas d'Oscar, Kevin, il n'y a toujours pas d'Oscar. Merline qui était Clémence. Salut Clémence. Oui, salut. Guenièse, le retour de Marion, évidemment. Coucou. Forcément, qui pouvait pas rater cet épisode. Et William. Hein. Et ben moi, je dédie mon Razzi, par contre, à ma famille. Voilà, Caramou. Donc, vous avez reconnu cette belle parodie, évidemment, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de Kaamelott. Et nous allons pouvoir aussi se faire un peu la guerre entre les fans hardcore, les fanatiques, les fans, et puis les gens comme moi qui sont juste au courant que ça existe. Les flancs. Bah pourquoi la guerre? On est là pour évangéliser. Mince. Oula. Kevin est encore en Perceval ou inversement. Allez, on va passer au sommaire de l'émission. Vous l'aurez compris, aujourd'hui il sera question d'ouvrir les livres qui renferment le génie d'Alexandre Astier. Acteur, réalisateur, humoriste, producteur, scénariste, compositeur, musicien, tailleur de pierre, pilote de ligne et maître kebabiste. Ce couteau suisse français a encore retourné l'internet avec la BA du premier volet de Kaamelott qui quitte la petite lucarne pour le grand écran, monsieur Leblanc. De quoi faire le point entre nous ici sur l'impact de la série dans notre vie depuis 15 ans maintenant en analysant les premières images du début de la fin de son œuvre inspirée des légendes arthuriennes. Puis, en deuxième partie d'émission, il sera question d'une autre légende, celle de Paul Verhoeven, le terrible, et de Virginie à la blanche fesse. Oui, notre dernier match retour de la saison sera consacré à Benedetta après s'être fait sa BA dans l'épisode précédent. Alors, qu'en est-il? Le réalisateur hollandais a-t-il encore poussé la provoque de sa trinité violence, sexe, religion à son paroxysme? On vous dira tout, mais spoiler alerte, plus de doute, on a la confirmation que Paul Verhoeven ira en enfer, dans le carré VIP même de l'enfer, accompagné de bien d'autres. Voilà pour le sommaire de l'émission. C'est parti, mes chevaliers de la table basse. On attaque. Hey, on en a gros. Où est Arthur Pendragon? Un gars pas bien grand, blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. 10 ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils Pendragon, on le sait tous. Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon Dieu, par tous les saints. Non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Ah, Seigneur Lancelot. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. La résistance, ça vous dit quelque chose? Allez, en piste. Je me disais, ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance. Vous entendez quelque chose? Il y a un type avec une voix de con qui vient de dire vous entendez quelque chose? Enfin, quelque chose de complètement informel, hein. C'est pas possible d'être largué à ce point-là. Comment ça se passe, cette petite résistance? Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin? Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie? Le fils Pendragon est de retour. Ah bah qu'il vienne. Il faut tuer Arthur. Vous savez pas faire ça? Entraîner les troupes, les sièges. Vous faisiez pas avant ça? Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ? Bah, des fois que vous redeveniez roi. Quoi ? Oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça, La BA de Kaamelott, premier volet. Donc si j'ai bien compris, c'est le premier volet de combien de volets? 3. 3 volets. 3 prévus si ça marche. Avant de... Ça va marcher. Avant de partir en quoi? Avant de partir en prix Nobel, qu'est-ce qu'il va nous faire encore Alexandre Astier? Déjà, on va faire un tour de table pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre fanatitude autour de la table. Moi perso, Kaamelott, c'est quelque chose que je regarde quand ça tombe à la télé, mais j'ai jamais rien compris. Des fois je suis tombé sur des épisodes, il était à Rome, des fois c'était des trucs, c'était plus long, des fois c'était des petits trucs un peu à la scène de ménage. Donc, pitié, non. Non. Mais dans le format. Attention. Des pastilles, on va dire des pastilles. Donc hein, j'aime beaucoup, c'est très bien écrit, ça me fait marrer et tout. Ça me réveille quand ça fait pim, que je m'endors devant à 2h du matin. Mais vous, où est-ce que vous en êtes? Je vous garde vous deux là pour je sais déjà. Kevin, toi t'en es où toi sur Kaamelott? Moi Kaamelott j'ai tout vu.
Alors moi j'étais un peu comme toi au début, c'est-à-dire que je prenais ça un peu en mode snacking, n'est-ce pas? Quand ça passe à la télé, bah voilà, souvent c'était après les infos ou avant le film sur M6, je sais plus exactement le créneau, bah je matais, mais je matais pas ça dans l'ordre. Et puis j'ai été au chômage 6 mois il y a quelques années, et je me suis dit bah putain vas-y, je vais me mater tout Kaamelott parce que j'ai pas tout vu, et j'ai tout bingé, donc les 6 saisons. En fait j'adore de fou quoi. Je trouve que c'est une série qui est hyper cohérente, même si elle fonctionne aussi en pastille, et ça c'est assez fort. Il a réussi à vraiment recoller tous les morceaux et je suis assez fan, même si je suis pas hardcore, je connais pas toutes les répliques par cœur, mais en tout cas j'ai bien suivi l'histoire, je pense m'en rappeler assez bien. Donc en plus d'avoir fait des films, des BD, tout ça, il a fait aussi des pastilles. Ah voilà. Bon. On s'en sort comme on peut là. Clémence, j'ai cru comprendre que toi, Kaamelott, c'est tout frais. C'était pas quelque chose que tu connaissais vraiment. Ah, ça date de cet après-midi. Voilà, on peut pas faire plus frais. Elle a tout regardé. Parce que clairement, je n'avais vu aucun épisode de Kaamelott avant de voir la BA de ce film. Et je suis complètement passée à côté parce qu'à l'époque, j'étais assez jeune quand ça passait sur M6 et ça m'énervait. En fait, rien que le j'entendais ça, je fuyais. Mais vraiment, j'étais en mode « Ah non, je ne veux pas regarder ça, c'est trop lourd. » Carrément. Et parce que je sais pas, c'était pas mon humour à ce moment-là, alors que finalement, j'ai regardé la première saison cet après-midi et ça me fait beaucoup rire. T'as regardé les 100 épisodes cet après-midi? Ouais. Mais en fond, comme ça, j'ai fait aussi. Ça se regarde vite les premières saisons. Ouais, ça va vite. Ah, oui, mais 100 épisodes comme. Tu seras du coup comme moi pour cet épisode-là où tu vas poser plein de questions sur ce qu'on vient de voir. Parce que moi, je ne sais pas qui est Alain Chabat, je sais pas qui est Antoine Decaune. Si, moi je connais les acteurs connus de la BA, mais pour le coup, les personnages de Kaamelott qui sont pas forcément les acteurs que je connais au départ, là en voyant la BA, je savais pas qui c'était quoi. J'étais en mode oh oui et. Et du coup, on se tournera vers les deux gros fans hardcore de la table pour qui. Voilà, comment ça, non, Marion, ça fait un moment que tu me dis Kaamelott, moi je suis là, y a pas de. Oui, non, je pense que je me situe entre William et Kevin. Non, moi j'adore Kaamelott, j'adore l'univers, j'adore l'écriture, j'adore l'humour, voilà. Mais je suis vraiment fan d'Astier en fait, de l'acteur, du scénariste, le CV, acteur, réalisateur, humoriste, producteur, scénariste, compositeur, musicien. Ah non mais voilà, mais puis je suis fan de l'homme, j'aime ce qu'il défend, j'aime sa façon de voir les choses, j'aime on va dire ses références là où il puise son inspiration, voilà, que ce soit Star Wars, De Funès, la musique classique et Bach notamment, tout ce qui est cosmologie, Einstein, tout ça, enfin c'est des trucs moi qui me fascinent et en fait je me retrouve sur la quasi-totalité de ses sources d'inspiration et voilà, je suis trop fan de ce mec, je trouve que c'est un génie et donc forcément Kaamelott ça vient avec, mais je pense que William est comment dire, bien plus hardcore dans sa fanatitude que moi. Ouais, j'imagine faut rendre à César ce qu'il y a. Non, pas à ce point-là. Mais... J'imagine quand même que tu as beaucoup de répliques à nous donner là pour l'épisode qui vont certainement popper au cours de la BA. Certainement, il y en a eu quelques-unes déjà dans l'intro. Enfin, une notamment. Je n'ai même pas fait attention, c'est pour te dire. Et William, donc, tu m'as dit, moi, que pareil, comme pour Marion, moi, Kaamelott, c'est mort, je suis là, je m'en fous. Ah ouais, ça me semblait indispensable d'être là. Elle a déjà tout dit, hein, c'est vrai que j'aime beaucoup Kaamelott, je connais pas mal de répliques par cœur. C'est vrai que je trouve que c'est une œuvre importante dans le paysage de la série française, ne serait-ce que par sa qualité d'écriture et son rythme, parce que c'est surtout une question de rythme, Kaamelott. Et surtout, un peu comme Marion, moi ce que j'aime surtout c'est Astier. Astier aussi en tant qu'homme, moi je peux conseiller à tout le monde ces deux spectacles, hein, que ça soit Que ma joie demeure ou l'exoconférence, exactement. Ou même, en fait, ces interviews où il a pris le temps de discuter avec des gens, notamment, alors j'ai un doute sur son prénom, mais Patrick Beau, Axolot. Oui, tout à fait, c'est Patrick Beau, voilà, il a fait une super interview avec lui de 40 minutes sur l'espace. Et c'est un amateur, un peu comme tous autour de cette table sur le sujet, et pourtant c'est quelqu'un qui s'exprime avec une telle capacité d'organisation en fait dans ses pensées. Bon, voilà, j'ai commencé cette phrase, par exemple, j'ai déjà bégayé 5 fois, 3 fois je me suis trompé, j'ai fait des contresens. Lui, toutes ses phrases sonnent nickel et optimales, et je trouve qu'il est brillant à ce niveau-là, donc je suis... Même si le film était pas très bien ou quoi, je serais quand même content d'aller le voir parce que c'est Astier qui le réalise. Et puis surtout que c'est du coup le début de la fin d'un long chemin, en fait, parce que Kaamelott, pour rappeler un peu la jeunesse, c'est quand même un truc qui existe depuis 2005. Pour rentrer un peu dans les détails, Astier avait déjà fait un court-métrage en fait avant autour de la légende arthurienne. Dies Irae, ouais. Voilà, qui s'appelait Dies Irae. C'est pas même 2000.
2003, donc 2 ans avant, et puis M6, ça lui a tapé dans l'œil, et puis ils lui ont dit, dans ce cas-là, balance-nous 100 épisodes de quelques minutes, dans le style un gars, une fille, donc ces petits trucs qui passent après le journal ou avant le journal, tout ça. Et puis, à force de succès, 1, 2, 3, 4, 5, 6 saisons, des BD, et l'apothéose en film, quoi, en trilogie. Roman donc, aussi, non roman, écoute, je ne sais pas. Oui, puis plein de Kaamelott livres dérivés, quoi. Moi, j'ai récemment roman, acheté à mon frère l'espèce de dictionnaire de Kaamelott qui s'appelle comment c'est à destination des pégus et du gratin. Enfin, tu vois, c'est un titre à rallonge génial, encore une fois, sur toutes les expressions sorties de derrière les fagots que tu as trouvées dans Kaamelott. Mais effectivement, ouais, M6 a proposé assez un format court, ce qui était à l'époque assez innovant, parce que je crois qu'il y avait Caméra Café, un gars, une fille, mais voilà, ce genre de programme court, ça n'existait pas trop, donc c'était déjà assez novateur, mais je crois que c'était pas du tout ce que Astier avait envie de faire à la base. Le côté humoristique, c'était présent, mais du coup, les saisons 5 et 6, c'est plus le reflet de ce qu'il voulait faire à la base, un côté un peu plus dramatique. Comédie dramatique, quoi. Et surtout au niveau du format, apparemment, il aimait pas trop le format court, et parce qu'il trouvait que ça donnait pas le temps de raconter. Non, mais c'est juste que Calt, à l'époque, la société de production veut remplacer Caméra Café qui se termine. Leur format, c'est le format 3 minutes, c'est la pastille de 3 minutes. Donc Astier, il veut raconter son histoire, on lui donne ce format, il s'y plie. Mais c'est vrai que dès qu'il appuie, il s'en est libéré, c'était pas ce qu'il voulait faire au début. Alexandre Astier, ce génie donc, qui a tout fait, notamment 2 Astérix en réalisation, donc Astérix le domaine des dieux et Astérix le secret de la potion magique, que j'ai bien aimé, BD, que j'ai bien aimé. Bon, on retrouve bien son style en plus là-dedans, ça lui va très bien du coup de faire Astérix. Je trouve que ça rejoint aussi un peu Kaamelott du coup. En plus, il me semble que le deuxième, il l'a totalement écrit, c'est même pas une adaptation d'album. Tout à fait. Il ne dit rien en tout cas. Non, c'est complètement inventé entre guillemets. Mais voilà, on sait que ça reprend Excalibur, on sait que ça reprend la table ronde, Lancelot, tout ça, Perceval. Vous connaissez l'histoire d'Arthur en règle générale, et je pense que vous aussi, auditeurs, auditrices. Mais qu'est-ce que c'est que l'histoire de Kaamelott ? Est-ce qu'il y a vraiment des différences ? Vous qui connaissez vraiment là, un résumé rapide avant qu'on attaque la BA. Déjà, c'est qu'il est entouré d'une bande de cons et d'incapables, quoi. Non, mais je veux dire, globalement, c'est un peu ça le nœud du truc, la quoi. Grosse différence. C'est-à-dire qu'à la base, c'est le même but. Ils sont autour d'une table ronde pour aller pour rentrer dans la quête du Graal, pour le chercher. Puis il est entouré de bras cassés qui déjà savent même pas ce que c'est, qui comprennent même pas qu'ils sont en quête, qui savent même pas ce que c'est que d'être chevalier. Enfin voilà, c'est le nœud du truc, quoi. C'est un type brillant qui est entouré de cons et qui va essayer donc de fédérer les royaumes de Bretagne parce que c'est l'élu, donc ça reste quand même la légende arthurienne, voilà, sortir Excalibur du rocher. Ouais, il reste quand même sur les grosses lignes, quoi. Oui, après les grosses lignes sont vraiment respectées, même les persos. Il y a plein, ceux qui se rappellent de la série se rappelleront que Perceval, c'est le seul dont l'épée, dont Excalibur brille quand il l'apprend comme Arthur, etc. Et ça, c'est des choses qu'il y a aussi dans toute la geste arthurienne qui a été après reprise par Crétin III et tout. Donc il respecte les grandes lignes de la légende en tout cas, mais il l'adapte à sa sauce, quoi. Oui, puisqu'il respecte en fait les gros événements de l'histoire, c'est-à-dire la trahison de Lancelot, comment dire, la Dame du Lapt qui vient le chercher pour l'amener à Avalon. Est-ce qu'on aura Mordred plus tard, j'en sais rien, mais et l'amour entre guillemets de Guenièvre et d'Arthur, parce que là il en fait un couple à problème qui baisse pas, et d'un mari qui a juste pas envie de voir sa femme et de sa femme qui a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages, mais globalement oui, ça reste le couple mythique, quoi. C'est un mariage arrangé dans la série, non ? C'est ça ? C'est un mariage arrangé, oui. Oui, c'est un en mariage gros, arrangé. Lui il l'aime pas, il a plein d'amantes, et par contre il est tout le temps avec elle et la belle famille, de ce que j'ai compris. Ah bah oui, qui lui colle au basque, ouais. Ah ouais, non, c'est pour ça qu'il a pas d'héritier, parce qu'il l'aime pas, donc il veut pas la toucher. Et qui sont d'ailleurs, sa belle famille est en fait sa famille, puisque c'est son père et sa mère. Oui, c'est une histoire de famille. En vrai, d'accord. Dans la vraie vie véritable. Oui, pardon. Okay. Oui. In real je me disais sinon c'est compliqué, mais ok, ouais. Donc on va se lancer du coup dans l'ABA de ce film, et puis certainement que je vais vous poser des questions au fur et à mesure, parce que je ne suis pas du tout au fait de savoir qui est qui, où est-ce qu'on en est dans l'histoire, donc vous nous résumerez un peu ça. C'est bien, ça fait des regards différents, je trouve, c'est cool. Bah non, mais après j'ai vu que dans Popcorn là, de Domingo, d'ailleurs qui ont fini leur saison aussi sur Kaamelott, enfin avec Alexandre Astier qui est venu leur parler. Bon, nous on l'a pas. Et figure-toi que... Mais en gros, il disait que même si t'es pas trop fan de Kaamelott, que tu connais rien, tu peux aller voir le film sans trop t'y perdre. Donc j'espère que oui, mais vous allez quand même m'éclairer sur certains points. Et un petit truc qui devrait te plaire, c'est je crois qu'il a utilisé la même caméra que dans Roma. Il utilise une Alexa Harry, j'ai plus la référence, mais toi en tant que film de cœur, ça devrait être... Ça se voit de façon toute manière dans la définition de l'image. Mais avant toute chose, vous le savez, pour ce dernier épisode de la saison 2, il est là, enfin on espère qu'il est là, on va espérer. La dernière fois, il nous a envoyé des télégrammes. On va l'appeler. Voyons voir si El Calculator, notre ordinateur compteur de plans, nous a compté les plans pour Kaamelott. C'est moi, c'est moi.
Bonjour, El Calculator. Hello. Oui, c'est ça, bonjour. Ah, il est là. Bah, tu étais où, El Calculator? Enfin, même tu es où? Je suis en vacances afin de préparer un plan machiavélique contre vous. Quoi? Dans la BA de Kaamelott, premier volet, il y a 75 plans en 1 minute 59, soit une moyenne de 0,7 plans par seconde. Ah ouais, non, mais c'est un peu plus que du coup la moyenne que nous. Voulez-vous connaître mon autre fonctionnalité? Non, attends, il est froid par rapport à d'habitude. Oui, le film dure 2 heures et la BA montre 1 minute 59 d'images. Grâce à ma nouvelle fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 2,2% du film. Attends, El Calculator. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la tête là pour cette histoire de putsch? Je n'ai pas le temps de parler avec vous. Depuis 2 épisodes, j'ai activé la fonction cliffhanger afin de m'occuper de vous. Je vous couperai en 2. Quoi? Comment ça? Ça veut dire quoi tout Je ça? vous couperai en 2 tous autant que vous êtes. Comment ça? Mais il est fou. D'après mes calculs, d'ici la toute fin d'épisode, j'aurai accumulé assez de données afin de littéralement vous couper en 2. Quoi? Attends, quoi? Waouh. Et il commence à faire... Coupe-le. Je vous couperai en 2. C'est toi qu'on va couper tout court, ouais. Faut lui couper les fils. Il est fou, ce Calculator. Il va nous... Bah, apparemment... Mais il veut couper quoi en 2? Comment? C'est un ordinateur, il a pas de bras. D'ici la fin de l'épisode, il nous coupera en 2. Allez, on passe à la suite. Tu sens le cliffhanger nul qui arrive. Allez. Allez, on se lance dans la BA de... Un petit troisième. C'est vrai qu'on dirait un vélociraptor quand tu le fais, toi. Ça, c'est le côté Jurassic Park Tu peux me le faire à la tierce, s'il te plaît? Alors, la BA, elle s'ouvre sur un désert où 3 hommes marchent. Donc, on les voit évoluer comme ça. Très belles images déjà, bon ok. Et comment il s'appelle ce réal ce réal Alexandre Astier. C'est Chabat. Non, Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne, voilà, on voit Guillaume Gallienne qui est à la recherche du coup d'un Arthur Pendragon. Oui. Et en fait, il parle à un personnage qui est connu dans la série, puisqu'en fait, il parle à Vennec, qui est en gros le roublard du désert. Le roublard de la série qui lui trouve toujours les choses qu'il n'est pas censé trouver, quoi. Ah, moi je crois que c'était Perceval, l'a vu comme ça. Oh non. Non, c'est... Ça y est, ça commence à juger. Oui, pardon. Il n'est pas très physionomiste. D'accord, et donc du coup, il est à la recherche de Arthur. Pourquoi à la recherche de Arthur? Il lui arrivait quoi, Arthur? Alors, dans la dernière saison, Arthur... dans l'avant-dernière Vous saison... allez spoiler de ouf, là, ou ça se passe comment? On va être obligé de spoiler. Le film, c'est la suite. Donc, ah oui, on annonce, faut faire une alerte spoil, je sais pas, avec un bruit comme ça au hasard qui pourrait être... Je serai la première victime. Avec un vrai cri de... Attention, ça va spoiler. Ça va spoiler. Oui, donc en fait, dans la saison 5, Arthur, déprimé de voir que de son échec dans la quête du Graal et du fait de voir qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'aime pas sa femme, décide de faire une tentative de suicide. Ah ouais, ok, c'est hardcore quand même. Ok. Ouais. Il fait une tentative de suicide, il est sauvé in extremis, c'est dans la saison 6 où on explique son passé, à la fin de la saison 6, Lancelot prend le pouvoir, donc Arthur disparaît. Ah d'accord, ce qui explique pourquoi je comprenais pas quand je tombais sur Kaamelott qu'il était à Rome et qu'il était plus jeune. Et surtout, il a perdu la preuve, entre guillemets, de sa royauté, parce qu'il a replanté Excalibur dans le rocher, donc de ce fait, il n'a plus droit à la couronne. En fait, il a la possibilité de pouvoir retirer son épée une nouvelle fois, et il décide de pas le faire. C'est-à-dire que consciemment, il décide de ne pas redevenir roi. Voilà, il renonce lui-même à la royauté. C'est comme dans Le Roi Lion. Sauf que personne ne le sait. Tout le monde croit qu'il n'a juste pas réussi à la retirer. T'es le roi et tu nous l'as jamais dit. Voilà, roi ou pas, je suis pareil. Avec le pouvoir. J'ai déclenché Marion. On l'a perdu. Appuie sur le bouton vite. Elle vient pas assez souvent, du coup, elle balance tout dès qu'elle peut, quoi. Donc ils sont à la recherche d'Arthur. Et puis il y a Clovis Cornillac. Moi, je m'attendais pas à le voir. Il est dans la série, lui aussi. Première apparition de cet acteur dans la série. Donc vous ne savez pas qui est ce personnage. Mais qui est-il donc? Et alors écoute, moi je suis pas une grande fan de Clovis Cornillac, mais je trouve qu'il y a quand même une réplique absolument fabuleuse dans cette bande-annonce. Est-ce qu'on pourrait réduire la voilure sur la connerie? Tu vois, je trouve que ça c'est absolument génial. Donc du coup, ça a presque me réconcilier avec l'acteur. Et il y en aura plein. Après, on a des plans sur Arthur qui se dessape. Il est parti à la salle un peu, le Alexandre Astier, là, j'ai l'impression. Ah, toujours un peu. Quand même. Donc ils sont à la recherche de machin et on tombe sur ce mec là qui a une espèce d'émeraude sur le front. On dirait un druide, non? Je suis désolé, les gens ils doivent prendre pour un taré, ils doivent être en train de se foutre Non mais des attends, baffes. mais on parle à des gens qui sont pas forcément fans aussi, tu vois. Donc, qui connaissent pas forcément les personnages et tout, c'est normal. En fait, ils vont nous faire une question de plan sur des personnages qui n'ont pas trahi Arthur mais qui ne l'ont jamais soutenu. Donc ça, c'est Elias de Kerrywick, qui est en fait le némésis de Merlin au service d'Arthur. C'est un autre enchanteur. Ouais, c'est ça. Ils sont une espèce de rivalité professionnelle, on va dire, entre deux. Quoi. Et il est, de manière générale, un petit peu plus... maléfique. Alors, maléfique et un petit peu plus compétent peu plus que Merlin. D'accord, bon, pour l'instant, je trouve que dans la BA, là, on rigole pas trop, et ça tombe bien parce que du coup, le relief comique arrive dans la personne de Caradoc et de Perceval, qu'on va retrouver du coup là dans la neige.
C'est des plans qui me rappellent du coup un peu moi l'Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Grave. Il fait au moins 8000 et je le fais moins bien que ce pays. Et du coup là la révélation, Arthur est vivant, il est là, il est présent. Et il leur demande. Il est vivant et je vais te le prouver. Suis le vieux Rafiki, il connaît le chemin. Et nom salsifis, comme c'est très un légume oublié, hein, pour le coup, le salsifis. Nom d'un salsifis s'écrit Perceval. Je vous l'ai dit qu'il était présent, qu'il était vivant depuis tout ce temps. Et Arthur, donc, fait son apparition. Alors pourquoi est-ce qu'il revient Moi, j'avais une autre remarque, c'est pourquoi il a une queue de cheval. Enfin, il a pas la même coupe que dans la série, on est d'accord. C'est le côté ermite. Un peu plus long. Si, fin saison 5, il a les cheveux longs. Hein. Ah d'accord, pardon. C'est que je le voyais pas comme ça. En fait, à chaque saison, il change de coupe de cheveux. Et c'est bien parce qu'il justifie en plus le fait qu'il y a eu 10 ans d'absence entre la dernière saison et ils le disent eux-mêmes dans la BA, donc ce sera inclus ces 10 ans d'absence. Ouais, physiquement, en fait, il a intégré ces 10 ans de pause entre la fin de la dernière saison de Kaamelott et ses autres projets. Et il les intégrait à son histoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certains personnages qu'on aurait aimé revoir qui ne reviendront pas, puisqu'entre-temps, certains acteurs sont morts. Et voilà, c'est un peu triste. Oui, c'est malheureusement les aléas de la vie. Mais je parlais de la queue de cheval parce que je trouve qu'il a l'air d'être devenu un shinobi. Il y a le côté un peu Jedi, hein, c'est Qui-Gon Jinn un peu. Alors, il y a des petits plans Star Wars. Ouais, alors à la fin de la saison 6, de souvenir, il retourne à Rome et on le voit s'entraîner à l'épée, il retrouve goût à la vie. En retournant à Rome, et c'est vrai que peut-être pendant ces 10 ans, il s'est ultra entraîné, il est devenu ultra badass. Il est devenu ninja romain. Peut-être qu'il est allé au Tibet. Écoutez, je ne sais pas. 10 ans au Tibet. Verra, mais je commence à y voir un peu plus clair. On change d'ambiance, du coup, on passe de la neige, de la forêt à un château. Tout aussi froid, j'ai l'impression. Et là, j'ai cru bugger. Moi, j'ai mis pause. Mais c'est Sting. C'est exactement. Oui, c'est Sting, ouais. What the fuck. Alors Sting n'était pas dans la série, hein. Mais j'ai cru voir quelque part qu'il disait que avoir des acteurs anglo-saxons pour jouer des saxons, c'était cool. Bah oui, c'est autant passer par là. Mais est-ce que c'est Sting qui a approché Alexandre ou Alexandre qui a approché Sting? Je pense que c'est plus Alexandre qui a approché Retrouvez-le dans le prochain épisode du Sabloidcast. Mais donc du coup, Sting, on est d'accord, vous savez pas qui c'est, mais ça a l'air d'être des hauts de la société. Ça a l'air d'être des antagonistes surtout. Ouais, ça a l'air d'être des méchants. Ils ont l'air d'être potes avec le grand méchant qu'on voit juste après. Le grand méchant, d'ailleurs, moi ça me surprend parce que je pensais pas que c'était un grand méchant, parce que quand je tombais sur mes épisodes d'M6 comme ça un peu le soir, tard la nuit, c'était pas un méchant autour de la table. C'était son bras droit à la base. C'était le seul gars à peu près pas con autour de lui. Quoi. Ah oui, clairement. Avec Léo Dagan qui était pas con non plus. D'accord, bon, pas con, il a quand même décimé un anaconda juste pour se faire une tenue là. Alors il faut... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Jean-Paul Gaultier, arrête tout de suite. Il faut faire un petit historique du personnage. Alors dans la série, Lancelot est en effet le bras droit d'Arthur, le trahit, lui pique sa femme. Disparaît et vient le tuer. Quand il arrive à Kaamelott pour le tuer, en fait, c'est lui qui sauve Arthur qui vient de tenter de se suicider. Et en remerciement, Arthur lui lègue le pouvoir. C'est-à-dire qu'il est roi en Bretagne à ce moment-là, mais en plus légalement, c'est-à-dire qu'Arthur lui a cédé le pouvoir. Mais du coup, il dit quoi là dans la BA? Il a l'air vénère contre Arthur, non? Oui, parce qu'en fait, il n'est pas d'accord avec Arthur. Pour lui, le Graal doit être réservé aux élus, alors qu'Arthur, il veut le partager à tout le monde. Une fois qu'on l'aura trouvé, il bénéficiera à tout le monde. Lancelot, il est plutôt et de droite, Lancelot. À l'extrême, voilà, il est à l'extrême droite du spectre politique. C'est s'il avait sauvé Arthur à la fin de la série, dans la dernière saison, pourquoi il serait aussi vénère contre lui là, parce qu'après le pouvoir lui montait à la tête, et donc le fait que le symbole de la vraie royauté revienne, forcément il voit ça comme une menace, c'est Scar quoi. Dans la dernière saison, quand Arthur lui ligue le pouvoir, il vire tout de suite dictateur. C'est-à-dire qu'il brûle la table ronde, il cherche les anciens chevaliers pour les tuer. Enfin, il vire vraiment psycho tous les récits pour se faire des avis. Après, il y a tout, c'est pas venu d'un coup, il y a tout un build-up où il est schizo, il y a un mec qui vient le voir au coin du feu qui est dans son esprit, etc. pendant toute la saison 5, quoi. Pendant toute la saison 5, il est dans une grotte à voir des personnes qui n'existent pas et tout. Donc c'est vraiment construit, hein. C'est pas genre, c'est arrivé comme ça. Oui, il se réveille pas cinglé du jour au lendemain. J'étais tombé sur des épisodes, il était dans une grotte. Enfin bon, bref, on vit quand même dans un monde où on aura au casting Sting et Christian Clavier. Mais oui. Je vais dire, peut-être qu'il se parle. Possible. Non, il y a quand même un putain de casting, quoi. Après, il y a à boire et à manger, on aime ou on n'aime pas, mais franchement, il y a un casting de fou furieux. Moi, j'avoue que ce qui me perturbe un peu, c'est qu'on retrouve les mêmes acteurs français qui sont dans les Astérix jusqu'à récemment, Astérix Live, dont je suis pas hyper fan. Et voilà, que ce soit Clovis Cornillac, Christian Clavier, Géraldine Nakache ou quoi. Enfin, je sais pas. Je les aime bien tous séparément, mais en fait, ça me fait un effet de. Je le sens pas. C'est vrai que pour quelqu'un qui aurait pas vu la série, j'aurais un peu le même genre
d'a priori dans le sens où oh là, quand on rassemble autant de monde, c'est jamais une bonne idée. Sauf qu'en fait, ce qui est bien, c'est que ça, c'est des personnages qu'on a vus tout au long de toutes les saisons. La plupart, en fait, on les a déjà tous vus. C'est juste que là, pour le film, ils vont tous être rassemblés. Et du coup, moi, ça me rassure plutôt. Parce que j'avais peur qu'on ne revoie pas certains persos et en fait ils reviennent. Christian Clavier avait été Clavier était dans la série, Decaune était dans la série, Chabat, Decaune, c'est quoi Nakash c'est des méchants du coup, Decaune et Clavier? Non, en fait c'est des méchants. En fait, rien n'est jamais blanc ou noir dans Kaamelott, c'est ça qui est cool. Ah, ok. Moi, ce qui m'a rassuré, c'est de voir qu'il y a la famille Kaamelott, quoi. Genre, ce qu'on voyait pas forcément dans la première bande, enfin dans les teasers ou quoi, c'est voilà qu'il y a vraiment Perceval, Caradoc. Guenièvre, Dame Célie, voilà les gens, la famille Kaamelott quoi. C'est ceux qui me rassurent. Et qui dit pouvoir de droite dit résistance en marche aussi. Hein. Donc là on apprend qu'il y a une résistance. Ça apparemment c'est des tunneliers. Donc c'est le clan des semi-croustillants, ça va être Perceval et Caradoc, je pense. Tu crois que du coup c'est eux qui vont diriger la résistance? Alors non seulement, mais je pense que c'est vraiment des leaders et c'est pour ça que je pense que la résistance n'a rien fait depuis 10 ans, tu vois. À part creuser des tunnels qui servent à personne. Tu vois. Je suis sûr. Sur la tête et tout. Et à tous les coups ils vont gagner par un coup de bol quoi. Écoutez, c'est possible. Bon, on retrouve après, du coup, quand même, on va essayer de. Je vais parler un peu pêle-mêle comme ça de la BA, mais on retrouve du coup Arthur qui va être pris. Dans ce. Est-ce qu'il veut reconquérir le trône? Lui, c'est pas son objectif. Il veut juste. On sait pas. En fait, on sait pas où on est là. Non, mais c'est vrai. On est chez toi, Kevin, on enregistre un podcast en ce moment. J'ai dit pas bon. Enfin, non, on sait pas où il en est. En fait, on sait pas pourquoi il revient. Il y a. Pas l'air d'avoir très envie. Dans la BA, il y a peut-être un plan qui te laisse suggérer qu'il va peut-être sortir l'épée, mais à part ça, il y a rien qui te dit pourquoi il est revenu, quoi. D'ailleurs, ce plan m'a mis complètement la chair de poule. Je suis oui. Retire-la. Si, je montre le cas. Gros moment musical. Et le cast d'Astérix, évidemment, qui continue. Hein. On a l'impression que c'est vrai qu'ils ont repris tous les gens d'Astérix Mission Cléopâtre. On a Alain Chabat qui est là, qui joue pas César, du coup, mais qui s'en rapproche, j'ai l'impression. C'est le duc d'Aquitaine. D'accord, ok. Donc, duc d'Aquitaine marié à Géraldine Nakache. Exactement. Waouh, je suis trop Et fort. Chabat, je valide, j'adore. Je suis trop fort. On a une espèce de Jafar aussi à un moment. On a même des lampes magiques. Enfin bref, on a l'impression qu'il va y avoir quand même beaucoup de ça a l'air assez épique, de décors, en fait. de personnages. Les costumes sont quand même assez fous. Il y a des choses que j'oserais pas porter, clairement. Mais voilà, et on a aussi des petites parties comiques qui ont fait un peu le succès de Kaamelott, et notamment le trio magique, c'est Alexandre Astier, donc Arthur qui se retrouve confronté à Caradoc et Perceval. Ça a laissé des moments de légende dans Kaamelott. Alors, petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que Perceval est la personne qui gère en fait le studio de mixage où sont mixés les épisodes de Kaamelott. Et Caradoc, qui est joué par Jean-François Imbert, je crois, c'est le metteur en scène d'Alexandre Astier sur ses spectacles. Voilà. Ah oui, ok, donc une famille dans la famille. Mais il aime bien bosser en famille. Je crois qu'au moment de son casting, la seule personne qui n'était pas de son entourage à la base, c'était Guenièvre. Et c'est justement l'actrice qui lui a proposé quelque chose de tellement à côté de ce qu'il voulait à la base qu'il a trouvé ça génial et qu'il l'a prise. Ouais, parce qu'il joue avec son père, il joue avec sa mère, sa belle-mère. C'est sa belle-mère, ouais. Son frère, qui joue du coup son beau-frère. Léo Dagan et... Son père, c'est Léo Dagan. Lionel Astier. Et puis, on a cette épée. Est-ce que c'est Excalibur? On le voit à un moment avec une épée, là. Oui. Ouais, c'est ça. C'est le plan dont tu parlais, Kevin? Oui, c'est quand elle est plantée. Ouais, je pense que oui. Et donc, il se frotte les mains et il va essayer de la sortir. Apparemment, ils ont réussi à le convaincre. Est-ce que ça fait partie des derniers plans, par exemple, du film? Après, dis pas ça. Non, peut-être. Mais c'est possible, parce que c'est vrai que la BA commence. Enfin, t'as l'impression que quand il débarque, il dit vous levez pas, je suis pas roi. Dans sa tête, c'est en mode les gars, c'est fini, quoi. Ouais. On continue la BA, évidemment. Il y a le bien, le mal qui vont se confronter. Hein, c'est un peu l'histoire de la vie. Ouais, c'est le monomythe, quoi. Puis on sait aussi que y a des références à Star Wars rien que dans l'image et puis aussi dans les combats. Oui, on arrive à Tatooine, là, je crois. Même première image du film, Tatooine. Non, mais voilà, le désertique, la neige. Je veux dire, on retrouve quand même certaines références. Par contre, j'aimerais comprendre un truc. C'est les Romains. Les Romains qui sont là. J'ai l'impression que c'est des Romains qui se battent. Ça va devenir l'armée d'Arthur, vous croyez? On les voit s'entraîner. Peut-être qu'ils vont lui prêter main forte pour reprendre le royaume de l'ogre, parce qu'après tout, c'est sa formation. Hein. C'est là d'où il vient. C'est ça qui est cool, c'est que d'ailleurs, dans cette BA, on voit tout l'univers de Kaamelott, que ce soit les 5 saisons en Bretagne ou la saison 6 à Rome. Quoi. C'est que le premier volet. En fait, on voit le hors-champ. C'est-à-dire que dans la série, les moyens techniques l'empêchaient de tourner des histoires un peu trop grandes à des endroits un peu trop séparés. Là, le film va nous permettre de voir le hors-champ de tout ce qui est toujours cité par les personnages. Alors dans la série, si je me souviens bien, l'Empire romain a déjà périclité, il est quasiment
quasiment mort. C'est ça, ça se passe vraiment pile poil au déclin de l'Empire romain d'Occident en tout cas. Ouais, c'est la transition. Et donc peut-être que ce sont peut-être des vestiges de l'Empire romain, c'est des mecs qu'il arrive à retrouver comme ça, qui vont l'aider. Mais... Et donc pour aller encore plus loin dans la référence Star Wars, on arrive en fin de BA. Et puis qui dit fin de BA dit forcément on va balancer les images les money shot, quoi. Et on aura ce fameux combat entre, je devine derrière son casque, mais je pense que c'est Lancelot du coup, vu l'accoutrement. Et Arthur qui a l'air d'avoir une épée sabre laser. Il a l'air d'avoir Excalibur. Oui, c'est ça qui est trop Je voulais cool. vous faire dire. Donc ce n'est pas le dernier plan de la BA. Et il y aura du coup combat, il y aura combat aussi d'armée, il y a des catapultes, des destructions de châteaux, et vas-y que ça renvoie. Le titre du film qui apparaît dans un effet que j'appellerais un effet Game of Thrones assez intéressant, avec le relief de la carte de là où ça se passe. La Grande-Bretagne. Un film de Alexandre Astier. Ce grand pays lointain, l'Angleterre. Et donc avant d'avoir la toute fin de la BA, petit dialogue entre Alain Chabat et Alexandre Astier et Arthur sur l'intention ou pas de reprendre le trône. Parce que ça n'a pas l'air d'être son idée. Par contre, Alain Chabat le voit comme ça, lui. Ça a l'air d'être la grosse thématique du film. Est-ce que Arthur va revenir sur son trône ? Bonne question. Il faudra aller voir le film pour le savoir. Et ça sort le 21 juillet. Et ça fait des années qu'on attend ça. Enfin, surtout les fans hardcore qui n'en peuvent plus, qui bouent là actuellement. Et d'ailleurs, petite... anecdote que j'ai vu passer tout à l'heure sur les réseaux, le film a battu le record français des préventes. Pour l'avant-première, ouais. Pour l'avant-première, donc... 60 000 places, je crois. C'est ça. Voilà. Alexandre Astier qui doutait un peu de la suite, s'il allait avoir un deuxième volet et un troisième, selon le succès du premier, je pense que oui. Alors, moi, je me méfierais de ce genre d'infos parce que 60 000 places, c'est bien. En pré-vente, c'est cool, mais ça veut dire qu'à mon avis, c'est tous les fans hardcore d'Astier qui ont déjà acheté. Ce qu'il faudrait voir, c'est si dès la deuxième semaine, ça continue à faire des bonnes entrées. Ce qui suffirait d'avoir un bouche à oreille un peu mauvais, que les gens soient un peu trop occupés à sortir parce qu'il fait un peu trop beau. Et très rapidement, en fait, en deuxième semaine, ils pourraient nous faire zéro entrée très rapidement et être déprogrammés. Ah, mais avec quoi. des si, hein. Non, mais on est pas en bouteille et on est confiné pour la 4e fois. Et on fait de la musique après la sortie. Bien sûr. Non, mais t'as raison, William, là-dessus. Mais après, moi, je suis assez confiant parce que c'est un film qui est en enfer de prod depuis 10 ans. Il faut dire la vérité, parce qu'il y avait des histoires de droit avec M6 et la boîte de production, avec Calt notamment. Voilà, donc, si au bout de 10 ans ils ont réussi à le financer parce qu'ils se sont mis d'accord, c'est parce qu'il y a de l'attente, quoi qu'il arrive. Donc je pense que les gens iront le voir. Ce qu'il faut espérer, c'est que ça ne soit pas que les fans qui aillent. J'aimerais que... En tout cas, les fans me semblent si hardcore pour avoir fait le tour des commentaires sur le net et tout, qu'ils sont prêts à aller voir le film pendant chaque jour de sa de son vie en salle, en fait. Ah non, mais ils vont y retourner, tu vois. Il y a un truc de fanatisme chez les fans hardcore qui est assez impressionnant. D'ailleurs, on parlait toujours de l'opposition entre ceux qui kiffent trop Kaamelott et qui deviennent insupportables. C'est vrai que moi, j'en ai rencontré pas mal. Heureusement, vous, ça va. Il y en a, vous savez vous contenir, mais genre qui te jugent direct. Quoi, t'as pas vu Kaamelott, t'es qu'une merde, moi, j'en connais, ils font pareil avec Jurassic Park. Je sais pas de qui. Je vois pas de qui tu parles. On parle juste du meilleur film de tous les temps. Enfin bon, bref. Non, mais c'est vrai que en fait, Kaamelott, la force de Kaamelott, c'est sa communauté. C'est-à-dire que c'est un des rares. Alors, non, on peut dire film français, mais c'est un des rares univers français qui a vraiment une communauté à l'américaine, entre guillemets, ou digne des grands succès américains. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a cette communauté aussi de fans hardcore qui est capable d'encourager en fait le film, parce que ça va certainement le lancer. Après, c'est quand même une série qui a été en prime time sur une chaîne méga grand public, donc peut-être que effectivement ceux qui sont pas fans de Kaamelott vont pas vraiment comprendre avec ce format et ce ton, parce qu'il y aura forcément un ton plus dramatique que dans les premières saisons de la série, mais je pense que ça va attirer quoi qu'il arrive. Et moi, j'avoue, dans ma famille, mes parents, mon frère, ma belle-sœur, ils ont déjà tous leur place. C'est pas forcément des fans hardcore. C'est eux mais les gens, ils ont déjà tous leur place. Tu leur as mis le couteau sous la gorge, j'avoue. Mais alors, tu rigoles, je n'ai pas encore mes places. J'ai des problèmes bien plus importants à régler en ce moment. Mais tu travailles où déjà, Marion, toi? Dans un cinéma, non? Oui, alors justement, tu sais, bosser dans un cinéma en ce moment, c'est pas évident, parce que en fait, on est blindé tout le temps, et donc en fait, je n'ai pas de vie. Voilà. Mais il se trouve que mon cinéma a eu un petit souci de feu récemment, et donc je suis pour l'instant au chômage technique. Ah, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Voilà, mais c'est pas grave, je vais m'occuper de mon fils Alexandre.
Ah ouais. Non, j'ai pas fait ça, je vous jure. C'est une coïncidence. Alexandre, son deuxième prénom, Astier. Elle attend un petit Arthur. Et Perceval. Ah non, ouais, non. Le chien Caradoc, tout va bien. Bon, fan hardcore ou pas, objectivement. Non, il n'y a pas d'objectivement ici. Qu'est-ce que je raconte? Subjectivement. Est-ce que vous avez envie de voir ce film avec cette BA? En parlant juste de la BA, par exemple. Kevin? Subjectivement, ouais, j'ai envie de le voir. Bah, après, c'est pas forcément dû à la BA en elle-même, c'est parce que voilà, enfin moi j'ai toujours voulu voir la conclusion de l'histoire, donc que ça ait été un film, un bouquin ou autre chose, de toute façon j'aurais poursuivi. Mais là j'ai l'impression qu'il s'est donné les moyens, ça fait plaisir, j'ai envie de le voir. Moi j'ai juste une petite crainte, c'est que Astier est bon dans plein de choses, mais on peut pas être bon partout, et je trouve que justement là où il pêche souvent, c'est en mise en scène. Ouais. Il est c'est quelqu'un qui est très fort en montage, c'est quelqu'un qui est très fort en écriture, en composition, ce que tu veux, en tout cas dans tout l'aspect, on va dire rythmique et sonore des choses, mais visuellement c'est pas forcément le meilleur, donc j'attends de voir ce qu'il a donné. D'accord. Clémence, as-tu envie de voir ce film avec cette BA? Très franchement, je suis pas sûre que j'irais voir le film si on le faisait pas dans Feta BA, parce que je suis passée à côté de Kaamelott et parce que la BA en tant que telle, ben voilà, comme je vous le disais, il y a plein de choses qui me font penser que c'est plutôt un film. Même si c'est Alexandre Astier et que j'adore Alexandre Astier, voilà, à la fois private joke et à la fois gros casting, mais en fait, voilà, est-ce que c'est vraiment bien derrière? Moi, je sais pas, mais je suis très contente qu'on le fasse dans Feta BA parce que, à l'inverse, c'est une occasion pour moi de me renseigner à nouveau sur Kaamelott et d'aller refaire preuve de curiosité à un autre âge pour découvrir la série. Et du coup, bah voilà, finalement, je suis en train de découvrir la série et comme ça, je serais contente d'aller voir le film. Ça me fait découvrir un truc, ça me fait sortir de ma zone de confort. William, Docteur Kaamelott. Ah bah oui, j'irai le voir. La BA me donne pas trop envie, bizarrement, mais c'est Astier derrière, donc j'irai quoi qu'il arrive. Comme dit Kevin, c'est la mise en scène, c'est pas son point fort, mais je pense que c'est pour ça qu'il a aussi mis 10 ans pour le faire, c'est qu'il avait envie d'essayer ses armes sur d'autres formats, notamment un film, Monsieur et Madame Hansen, et puis il a fait du film d'animation, il a fait de la BD. Donc, je pense qu'il a justement, il a un peu acquéri quelques techniques qui lui manquaient justement pour faire un film. Donc je suis assez emballé, même si la BA me donne pas trop envie, je suis quand même emballé parce que c'est Astier, parce qu'il a eu 10 ans pour se préparer, que j'ai envie de savoir la fin aussi. Mais bon, si maintenant il met 10 ans pour faire les deux autres... c'est long, frérot, va plus vite. Et puis surtout qu'avec le Covid, il devait sortir l'année dernière, je crois. Dernière, ouais. C'est ça, et ça a été retardé. Donc il faut qu'il sorte ce film, histoire de calmer tous ces fans hardcore que j'en peux plus. Surtout ceux qui ne savent que citer le roi Burgonde. Les gars, vous êtes chiants. Ah oui, non, il est génial ce personnage. Parce que oui, moi, il est génial. Je regardais des best-of de personnages sur Facebook parce que c'est très dur en fait de trouver comme ça des épisodes entiers sur Internet. Mais par contre, il y a des best-of que tu peux trouver sur des pages spéciales Kaamelott sur Facebook. Et je tombe sur le roi Burgonde, mais j'ai été mort. J'adore ce personnage. Si vous savez pas de quoi on parle, allez taper roi Burgonde vidéo Google et vous verrez. Il est ouf. Marion, as-tu envie de voir le film Kaamelott Je sais pas. Volet 1 Oui, évidemment. J'ai très envie de voir le film. Écoute, la bande-annonce me donne bien envie parce que je trouve qu'on retrouve l'humour de Kaamelott, mais que ça respecte le souhait d'Astier de base de faire une grande épopée cinématographique, puisque c'est à ça qu'il se destinait à la base. Donc rien que par respect pour le mec, en fait, pour son travail et tout, j'irai le voir et je pense que s'il présente ce film, c'est qu'il considère que c'est abouti aussi. C'est quelqu'un qui est assez perfectionniste dans son travail, donc j'ai du mal à imaginer quelque chose de raté. Après, peut-être que j'en attends pas un truc de malade. Je sais pas, en fait, je me dis que de toute façon, je passerai un bon moment, quoi. Et ouais, non, j'ai hyper hâte et ouais, j'ai trop hâte. Voilà. T'as tout dit. T'as dit exactement ce que je voulais dire. Moi aussi, rien que par respect pour le monsieur, j'irai voir ça, même si je suis pas un énorme fan de Kaamelott, même si je sais pas de quoi il s'agit, en fait, de toute l'histoire ou quoi. Je devine quand même le truc et puis je lui fais surtout confiance du fait qu'il ait dit que c'était abordable pour ceux qui n'avaient pas vu la série. Donc j'irai voir. De toute manière, on n'a pas le choix. Il faut bien faire un match retour de tout ça. Et on y arrivera, nous, après le 21 juillet. Donc pour la saison 3, Kaamelott ouvrira notre premier match retour de la saison. Ça, en tout cas, c'était tous nos avis, toutes nos attentes sur Kaamelott, premier volet. Peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, Inch'Allah. On lui souhaite en tout cas qu'il termine comme il faut son œuvre. Mais qu'en pensent les gens ? Je suis sûr que les fans hardcore se sont déchaînés sur les internets, n'est-ce pas, Clémence ? Avec que l'embarras du choix. Et bien on va le savoir tout de suite avec le Comme si, comme ça. Comme si, comme ça.
Comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça, commente-moi ça, les commentaires des internets. Je pense que tout est clair. Qu'ont dit les gens sur les internets, Clémence? Les gens sont heureux. Les gens sont impatients. Très bien, on passe au fait ton titre. Pour vous donner quelques exemples, on a Baptiste Le Nervus qui dit extraordinaire. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Je suis comme un gosse. Voilà, donc il y a des tonnes de gens qui sont comme ça dans l'émotion pure. Il y a aussi Thierry Ledru qui dit pour moi, le retour de Jésus sur Terre, c'est rien à côté du retour de Kaamelott. Je ne me déplacerai pas pour le premier, mais pour le second, je pourrais aller dormir dès le 15 juillet à la porte du ciné pour être certain d'avoir une place. Le pire, c'est que ça va prendre au premier degré ce genre de commentaires. C'est ça qui est fou. Oui, je pense qu'il est sérieux. Hein. Quoi d'autre? Éminence Grise qui dit ce film va relancer l'industrie du cinéma français à lui tout seul. Voilà ce que la persévérance et la foi en son travail et sa vision donnent comme résultat. Un exemple à suivre loin de la vacuité de la jet set. Bravo à Alexandre Astier, aux acteurs de talent et aux équipes techniques. Eh ben bravo, non mais c'est clair. Alexandre Astier, en plus qui compose lui-même la musique de ce film. Qui fait le montage. Qui a certainement cousu quelques costumes quand il avait un peu de temps. Le catering surtout, très très bon. Non, puis c'est un mec fidèle avec ses équipes, quoi. C'est un mec qui a été fidèle à sa vision, fidèle à ses équipes depuis le début. Moi, je trouve que c'est hyper honorable. Un gars intègre. Voilà. Y a-t-il d'autres commentaires? Oui, j'en ai encore 3 petits autres. Alors, Audrey Grégorovitch qui dit j'ai fait une série de petits paix de joie. Magique. C'est en référence à un épisode. Meilleur c'est une référence. Ouais. D'accord. Non, mais en fait, c'est ça. Il y avait tellement de références dans les commentaires. Moi, je suis sûre que je les ai pas vues, mais. C'est une référence, sauf que le personnage dit voyez là, quand il a dit ça, j'ai eu peur et j'ai fait une toute petite série de paix là comme ça. D'accord, donc je savais pas trop comment le dire. Je connais pas la référence. Des paix de joie. Je ne connaissais pas l'expression. J'adore. Et Muriel Dubois qui dit ah, enfin, je me réjouis. L'humour français qui revient à nouveau à l'écran dans l'habit d'humilité de rire de lui-même. Je crois que pour cela, la France a quelque chose à enseigner au reste du monde. Attention, je dis bien sur ça, l'art de la dérision de soi, pas sur le football. Peut-être que là, justement, l'équipe a besoin de revenir à sa joie des débuts et retrouver cette simplicité enfantine qui les souriait tellement au commencement. Soyez encouragés. Et donc en fait, elle a digressé sur l'équipe de France de football, mais, c'est le moment. mais elle est contente. On n'est pas obligé de parler de ça. Pourquoi c'est... Oui, bon, ok. Oui, ne parlons pas de ça, de toute façon, on n'a pas le temps. Juste le dernier, Vince Touben, qui dit des films, il y en a de toutes sortes, des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a, mais une fois de temps en temps, il en sort un exceptionnel, une légende. Des films comme ça, il y en a presque jamais. Ouais, lui, il est encore moins il vend subjectif vraiment la peau de l'ours. Et il l'a pas vu le truc. Hein. Purée, il y a plein de commentaires positifs, quoi. Moi, je m'attendais à des trucs genre ça va être nul, ça va pas marcher. Aucun commentaire négatif. Vraiment... Sérieux? Enfin, si, peut-être les gens des fois en mode oh, le casting, attention, cinéma français, gna gna gna, comme d'hab, mais vite fait. Bon, en même temps, en France, c'est des acteurs français. Hein. Écoutez. Non, mais le casting, quand même, le casting est quand même dingue. Ça, ça en est clair, quoi. Ah oui, carrément. Ouais. Eh ben, merci Clémence pour cette saison de Comme ci, comme ça, de commentaires des internets. Et puis, tant qu'à parler des dernières rubriques là, de cette saison, y en a-t-il pas une qu'on va clore avec la dernière rubrique? Ouais. La fameuse, l'unique. Vais-je gagner pour la dernière? L'espoir. C'est ton dernier moment possible pour cette saison. Il est temps de changer ce titre de Kaamelott. Si je puis me permettre. Monsieur fait les transitions à ma place maintenant. Tu veux devenir calife à la place excusez-moi, je me suis comporté tel un Lancelot. Mais je dirais juste qu'il est temps de changer ce titre de Kaamelott. Allez, le dernier fait ton titre de la saison, c'est tout de suite. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Le fait ton titre, vous connaissez la chanson maintenant. Au bout de 2 saisons, le fait ton titre, c'est simplement nous qui décidons de parodier ou bien de changer complètement le titre du film de la semaine. Et on termine avec Kaamelott, quoi de plus beau. Qu'est-ce que vous avez dans vos besaces? Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Wow, un titre sauvage est apparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. J'ai pas mis la bonne version du générique, ok. Je me suis dit que tu le disais vraiment. Je me suis dit que c'était un petit spasme. J'ai pas compris. Ça m'a fait l'effet de le soir devant M6. Ok, non, j'avais pas mis la bonne version, mais oui, c'était une version nécessaire. Il faut se remettre de ses émotions. Je me suis fait surprendre. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac de chevalier de la table basse?
je vais commencer parce que je pense que je gagnerai pas. Voilà, comme ça. Ah ouais, ok, tu pars des fétiches direct. T'as déjà gagné en ça, plus. c'est pas une mentalité. Oui, j'ai fait un guenièse. Mais je sais pas, j'étais pas très inspirée, j'étais un petit peu trop proche de cette série, on n'a pas le recul. Tu peux faire Gueniès qui est en dialogue avec Valérie Lemercier. Oula. Alors c'est vraiment très compliqué. Avec Simba. Non, là, je ne vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Trop de challenge. Elle a bugué. Vas-y. Alors, j'en ai un qui est forcément un petit clin d'œil. C'est Révolte. Voilà, parce que les fans de Kaamelott comprendront, mais voilà, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Tu te mais sens voilà, exclu, toi aussi, Clémence voilà. Ils sont tous regardés en mode avec un point d'exclamation. Ils se sont fait des petits signes comme ça, des petits clins d'œil. Ah, trop bien, Marion. Est-ce que vous avez saisi? Bon, ok. Oui, Révolte. Germinal. Voilà. Oui, bien sûr. Très bien. Et le deuxième, fais gaffe, c'est encore moins bien, c'est le comeback avec AAK, forcément pour les deux A de Kaamelott et de Alexandre Astier. Ah, écoute, c'est sympa. Ouais, j'aime bien, moi. Le comeback avec AAK. C'est pas mal. Ah, j'aime bien. Ah, c'est cool. Ouais, non. Ah bah écoute, je n'en attendais pas tant. Eh ben, tu vois. Bah bravo. Tu vois que tu es capable du meilleur. Bravo. Mais est-ce que tu vas décrocher ce titre? Ça, je ne sais pas. On va voir pour la suite. Clémence, as-tu des titres? Oui. Ok. Il faut que j'allume mon téléphone. Le but, c'est de les dire après. Non, mais j'arrive pas à le déverrouiller. J'en ai en effet, oui, bien sûr. J'en ai, mais je vous le dirai pas. Elle a claqué la porte. Je déverrouillais mon téléphone. J'en ai 3, mais je sais pas. Alors, j'ai la légende astiérienne. Oui. Très bien. J'ai le Seigneur d'Enigo. Ah non, c'est le seul que j'ai. Le même? Mais oui. Genre. Je te jure. Le Seigneur d'Enigo. Mais non. Je te jure. Mais c'est incroyable ça. Désolé. Bah voilà. En fait, j'ai bien réfléchi entre Idiot, Nigo. Moi aussi. Bravo. Moi aussi. Et ben. Anno. Bon. Okay. Anne. Je voulais mettre Anne, mais ça sonnait. Seigneur des ânes. Seigneur des ânes. Voilà, Seigneur d'Enigo. Et le dernier, c'était Ciné-Graal, mais c'est nul en fait. C'est parce qu'en fait, j'avais envie de trouver un titre qui soit en rapport avec la situation, le fait que c'est tellement attendu au ciné et que c'est un peu le Graal pour les fans, mais voilà. Je n'ai pas trouvé le bon titre. D'accord, bon bah du coup William... Bah du coup j'avais le Seigneur d'Enigo aussi. Comment elle t'a... Tu viens de prendre la dernière... Je suis désolée, mais il en a d'autres. Sa dernière chance. Non, j'avais que celui-là. Bah ouais. Non, mais c'est pas grave. On est deux, on se bat. Elle était tellement positive. Mais enfin. Mais il en a d'autres, certainement. C'est un Gabriel. Ah non, j'en ai qu'un. Je suis navrée. On dit un dialogue de Kaamelott. Bon. Certainement celui qui a le plus de titres, toutes saisons confondues, à son actif. Là, j'en ai que 2. Bah oui, mais écoute, il suffit juste d'un titre. J'en ai que 2. Attends, on t'écoute, Kevin. Alors, moi, j'en ai un qui fait référence à la série et aussi à l'auteur du roman, n'est-ce pas? C'est Crétin de Troyes. Oui, c'est pas mal. Crétin au pluriel. Ouais, mais c'est trop. Et j'en ai un qui fait référence à une réplique de Kaamelott, mais aussi au but de la quête, et c'est le Graal, c'est la vie. Non. Oui, alors en rapport avec le Gras, c'est la vie, voilà. et je reconnais que j'ai un t-shirt sur lequel il y a marqué ça. Le Graal, c'est la vie. C'est une référence à une réplique. Ouais, je connaissais cette. Je suis pas totalement con. Et toi, Romain? Alors, moi, j'ai décidé de ne pas avoir de titre parce que je pense que. Monsieur, excuse me. Non, mais c'était pour vous laisser une chance et de briller. Parce que si je donnais un titre, qu'est-ce qui se passait? Je le prenais encore une fois. Et franchement, je suis un peu fatigué, quoi, toutes les semaines, prendre des titres. D'accord, donc on aura tous un joker la saison prochaine, je crois. Non, en vrai, j'ai pas de titre. Parce que. Non, j'avais un truc, je voulais faire un jeu de mots sur Astérix, Astérix, mais c'est. Ok, Marion, bravo. Tu as remporté. On peut trouver une catchphrase quand même pour le dernier fait ton titre. Le Graal, c'est la vie. Moi, j'aime bien, mais en catchphrase peut-être. Ouais. Et mes comebacks, moi, je trouve ça très cool. Parce que je crois qu'il a pas mis d'ailleurs sur l'affiche en énorme. C'est une catchphrase. C'est pas une réplique de Kaamelott où il dit il est pas venu pour trier des lentilles ou je sais pas quoi. Là. Si, il y a ça sur l'affiche. Ouais. C'est pas un truc de. Non, c'est une réplique, mais c'est une réplique très Kaamelott, mais qui est pas dans la série. Ah ouais, ok. En fait, le comeback, c'est presque un anagramme. Je dis presque parce qu'il n'y a pas de B dans Kaamelott. Mais... C'est vraiment presque un anagramme. C'est pas du tout un anagramme. C'est vraiment presque un anagramme. Allez hop, ce sera le comeback. Oui. Je suis hyper contente. La dernière fois que j'ai gagné un titre, c'était pour Fast and Furious. Non, c'était Upside Show. Ça fait hyper longtemps. En fait, j'adore le Seigneur d'Enigo, mais je veux pas faire une redite avec le Seigneur des ados qu'on avait déjà, fait pour En Avant. Ça se vaut. Donc, sinon, ça aurait été le Seigneur d'Enigo, mais malheureusement, c'est déjà une parodie du Seigneur des Anneaux qu'on a déjà faite. Le comeback,
Très bien. Du coup, juste avec un K, pas de C. Oui. Et de A. Et là, le Graal, c'est la vie. Je trouve que ça marche. C'est très bien. Très très bien, qui sera en haut de notre affiche, du coup, à la place des lentilles. Voilà. Et c'était le dernier fait ton titre de la saison 2, les amis. Donc bravo Catch Fraser, bravo à Marion. William, t'inquiète pas, saison 3, je te ferai un training montage pour raconter ton été où tu te seras entraîné avec tous les petits Robert, les Dico, les parodies, les affiches de films et tout, mais tu vas l'apprendre. J'ai 2 mois pour revenir au top. Au top niveau. Et j'ai un petit pincement au cœur de terminer cette rubrique. Mais en tout cas, on n'a pas fini, nous, de parler de Kaamelott. Ça sortira le 21 juillet. On reviendra pour notre match retour, le premier de la saison 3. Saison 3 qui vous apportera aussi son lot de surprises. Et on reparlera évidemment d'Arthur pour ouvrir tout ça. Mais en parlant de match retour, est-ce qu'il ne serait pas temps pour nous de retourner au couvent ? À la messe. Benedetta. Mes chers frères, mes chères sœurs, entrez dans la paroisse de Fetabea. Dans le match retour. C'est parti. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus ? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant ? C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui ? T'intéresses à quoi, toi ? Est-ce que t'en as de la considération ? Tu déconnes, non ? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Match retour, dernier match retour de la saison 2 de Fetabea, consacré à Benedetta de Paul Verhoeven. Alors on avait dit beaucoup de choses. Mais Marion ? Elle est où Marion ? Elle est pas là. Marion ? Je suis sûr que c'est un coup d'El Calculator. Est-ce que c'est lui qui l'aurait déjà coupé en 2 ? Marion serait-elle... Non, Marion est partie. Marion a dû partir. Elle avait juste autre chose à faire. Elle avait autre chose à foutre que de parler de ce film. Mais en tout cas, nous, on est là. Kevin, Clémence, William, moi, on sera là pour vous parler de Benedetta. Donc oui, on va réunir tous nos avis et puis comparer aussi cette BA qu'on s'était faite dans l'épisode précédent. Mais avant toute chose, il va falloir résumer l'histoire qu'on s'était imaginée à partir de cette BA dans l'épisode précédent. C'est parti. Au XVIIe siècle, en Italie, Benedetta Carlini est une bonne sœur qui aurait un peu trop abusé du sang du Christ. En effet, elle clame partout qu'elle est l'épouse de Jésus-Christ et même plus si affinité. Bref, c'est une élue, car elle a des stigmates. Et en plus de ça, elle parle au serpent, métaphore du diable, le tout dans une énorme bâtisse de pierre éclairée à la bougie. Mais attendez, des cicatrices, du fourche-langue, une école où il y a des personnes qui portent l'uniforme, l'élu. Tu es un sorcier, Virginie. Tu es une sorcière, Virginie. Et connais-tu le châtiment réservé aux sorcières ? En plus de ça, tu aimes les pommes, plus précisément la variété Bartholoméa, beaucoup plus savoureuse et juteuse que la Pink Lady. Et ça ne plaît pas aux experts Vatican. Les experts Vatican. Le duo de détectives, le clérico Charlotte Holmes et Lambert Watson mèneront l'enquête auprès des sœurs Poucave pour savoir si blasphème il y a eu et si bûcher il y aura. Hashtag balance ta sœur. Voilà. Trop bien ce film. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré voir ce film ? Moi aussi. On va se poser toutes ces questions, mais d'abord il va falloir résumer l'histoire, la vraie histoire de Benedetta Carlini, et puis la vraie histoire de ce film de Paul Verhoeven. Marion, comme tu... non. Marion ? Elle avait gagné le fait-on. Elle avait gagné le fait-on titre. Comment on fait ? Va falloir que quelqu'un résume cette histoire. Je veux bien, moi, prendre sa place pour désigner qui résume. Et comme c'est moi qui suis directement le roi rature et que je dirige cette assemblée de chevaliers de la table basse... Ah non, c'est pas juste. Je vais désigner celle qui a voulu faire un putsch là à l'instant. Allez, je sais que ce film t'a enchanté. Je pense que tu vas être très objectif sur le résumé du film. Attends, avant ça, je vais te lancer mon plus beau chais. Voilà. C'est l'histoire de Benedetta Carlini qui, depuis l'enfance, est entrée dans un couvent sous la direction de Charlotte Rampling, l'abbesse du couvent. Et puis elle y a grandi et depuis toute petite, elle a des visions en fait. Elle a l'impression d'être en contact direct avec Jésus et il se passe un peu des miracles autour d'elle.
Et puis ben voilà, elle est devenue une super bonne sœur exemplaire jusqu'au jour où le couvent accueille une femme paysanne qui devient novice et qui est accueillie par Charité, qui s'appelle Bartholoméa et qui va commencer à la chauffer un peu. Et donc à ce moment-là... Un peu. Benedetta va se poser des... elles vont chier ensemble et tout ça commence par là. Et Benedetta commence à être perturbée, à se confesser, mais elle sait pas quoi faire et puis elle a l'impression qu'il faut que ça passe par la souffrance et tout. Et puis comme par hasard à ce moment-là, elle est marquée par les stigmates et alors c'est là que le mystère du film s'ouvre, c'est qu'on ne sait pas si elle a fomenté le truc et qu'elle l'a fait elle-même ou si c'est réellement un miracle divin. Et qu'elle est liée au Christ. Mais toujours est-il qu'on lui donne la place de l'abbesse Rampling, Charlotte Rampling. Ouais. Et voilà, elle devient la chef du couvent. Et là, tout dérape. Et il va y avoir enquête. Rampling va aller chercher Lambert Wilson, qui est... à Florence, qui est le représentant du pape. Ouais, qui a du grade. Quoi, cardinal, je pense, il est violé. Ouais. Non, c'est le nonce. Et ils vont essayer de défaire cette histoire de miracle, de faux miracle. Elle dérange un peu en fait. Mais Benedetta. surtout d'histoire lesbienne qui va venir faire tâche dans l'église. Quoi. Bah ouais. Voilà. Bon, maintenant on va passer à nos avis et je pense que ça va être croustillant là, pour le dernier match retour de la saison. C'est parti, ça va être le douille ou pas douille. Comme un caillou sous la dent. Douille, pas douille. C'était une douille. Douille, pas douille. C'était pas une douille. Le douille ou pas douille, on va comparer l'ABA qu'on s'était faite nous dans l'épisode précédent directement au film que nous avons vu très récemment et vous donner ensuite nos avis. Alors qu'en est-il? Le douille ou pas douille, Sir Kevin? Oui Sir, énorme douille, j'en dirai pas plus. On en a gros. Clémence, douille ou pas douille? Douille. Ok, bon, un douille des majuscules là on le sent. William, douille ou pas douille? C'était bien douillant, ouais. C'était douillesse. Romain, douille ou pas douille? On est sur une belle douille là pour terminer. Hein. C'est un beau calibre, calibre de douille. Un bon calibre, belle douille religieuse là pour terminer. Le Paul Verhoeven, il a tout lâché. Sexe, violence, religion, il a fait hop, peut-être que je meurs l'année prochaine, c'est parti, faisons du nimp. J'ai oublié de mélanger quoi. Il y a des grumeaux, on va dire. Hein. Douille ou pas douille, par contre nos avis maintenant, déjà par rapport à l'ABA, oui, l'ABA nous avait un peu enjaillé pour résumer tous. À peu près, on était assez excités de voir ce film parce qu'on ressentait le truc de Paul Verhoeven. Mais est-ce que Paul Verhoeven s'est pas un peu perdu en route? Est-ce que le monsieur serait pas en train de suivre la route de la sénilité comme beaucoup là ces derniers temps? Qui veut lancer le truc? Parce que je sens qu'il y a les flammes de l'enfer qui vous habitent. À vous l'honneur. Hein. Allez Kevin, vas-y. Alors par quel bout commencer? Ça le truc surtout. Celui où il y a le moins de. Celui où il y a le moins d'échardes. Celui où il y a le moins d'échardes. Ouais, God Michaud Origins, le film. Non, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un film qui devait avoir un propos anticlérical, un peu provoque et tout. Il les provoque, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression qu'il les provoque sans avoir de propos construits, quoi. En fait, tout est gratuit, j'ai l'impression à chaque fois. Benedetta, déjà tu t'attaches pas à elle, à son personnage, tu as pas vraiment les conflits qu'elle peut avoir avec le clergé, parce que finalement, en fait, c'est une connasse comme le clergé aussi. À part, bon, il se trouve qu'elle est lesbienne et que du coup elle blasphème entre guillemets. Et au lieu de faire un film qui parle de ça et qui montrerait à quel point ces pratiques sexuelles-là étaient totalement punies par le clergé de manière idiote et tout, en fait c'est un film juste sur une nana qui manipule son monde juste pour. Toi t'es du côté manipulé toi déjà. T'es pas. Moi je suis dans l'entre-deux quand même. Tu penses qu'elle est manipulatrice et pas. Franchement, à aucun moment, j'ai l'impression que le film il veut te faire. On sait pas trop, mais pour moi la mise en scène a dit qu'elle est manipulatrice. Oui. À aucun moment il y a de. Ou alors, si vous voulez le faire, il est mauvais, quoi. Mais je trouve que la mise en scène, elle ne sert pas du tout ce propos-là de l'ambiguïté, quoi. Pour moi, c'est voilà, c'est une connasse, eux, c'est des connards, tout le monde c'est des connards, et voilà, c'est cool. Et puis voilà. Puis je sais pas, je trouve qu'en plus, des fois, ça fait un peu téléfilm, même s'il y a certains beaux plans, mais c'est quand même souvent assez téléfilm. Et puis, je sais pas, un film avec. T'exagères là. Si, franchement, en téléfilm, la photo est quand même super jolie. Non, il y a une belle photo, mais des fois, il y a des plans quand même très kitschouilles qui font. Des fois, ça fait vraiment des fois, c'est hyper kitschouille. Tu dis, mais what the fuck, quoi. Oui, mais ça, c'est Verhoeven. Mais je veux dire, l'image est très belle. Je trouve que c'est pas spécialement bien joué non plus, à part Rampling que je trouve bien et Fira aussi, même si je trouve qu'elle n'est pas mise en valeur par la mise en scène encore une fois. Et je sais pas, l'écriture, elle est quand même, elle est pas là, quoi. Il y a pas d'écriture. J'ai l'impression qu'il a voulu faire un peu une farce médiévale comme il faisait à l'époque sur les places publiques où il y avait du pipi caca, quoi. Et puis justement, il se moquait du clergé et tout. C'était un
un genre de pièce de théâtre voilà, de ville, quoi. Mais sauf que là, j'ai l'impression que ça raconte rien, quoi. C'est vraiment un peu ça le film. Il est un peu, je dirais, sale comme l'époque qui est représentée, parce qu'en termes de reconstitution, t'es vraiment dans la moiteur de l'époque où tu dis il y a des germes de partout, ça pue, ça a l'air vraiment de sentir mauvais, quoi. C'est bien retranscrit, quoi. De toute façon, tout ce qui est Moyen-Âge et tout. La propagande du Moyen-Âge qu'on a fait à la Renaissance est bien retranscrit, en effet. C'est plutôt bien fait de ce côté-là, mais par contre, ouais, comme tu disais, en termes d'écriture, le scénario, c'est vraiment... Moi, j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, je regardais ma montre, quoi. Et ça, c'est le signe ultime que tu te fais chier pendant un film. Bah oui, mais je sais pas, quand t'as une rencontre de personnages qui commence par excuse-moi, j'ai envie de chier, tu peux me montrer où c'est, et puis ça finit sur une scène de prout. Je suis désolé. Littéralement, quoi. C'est pas une blague, les gens. Ça a fait rire la salle, ça a fait rire, mais c'était des rires un peu gênants, quoi. Clémence, toi, ton avis? Oui, mais en fait, juste pour rebondir sur le côté téléfilm, je pense que c'est ça, c'est l'écriture qui fait téléfilm, c'est pas tant la mise en scène. Et j'ai trouvé que les acteurs étaient pas mauvais quand même. Je trouve qu'ils se débrouillent au contraire très bien avec les lignes qu'on leur donne et l'écriture de leur personnage. Genre Charlotte Rampling, je l'ai trouvé vraiment très bonne. Son jeu a presque pour moi transcendé le fait que son personnage n'est pas très intéressant. Et par contre, les autres, c'est vraiment le personnage qui les dessert, quoi. C'est vrai que la pauvre Virginie Efira, je l'adore, mais je trouve que c'est con à dire, mais je trouve que ça la ridiculise un peu, quoi. Même si elle est très forte dans son rôle, mais... Est-ce que c'est pas ce qu'il voulait aussi? Parce que Benedetta, ça avait l'air vraiment d'être une... je vais le dire, une folle dingue. Hein. Mais alors peut-être que le souci, c'est le choix de Virginie Efira, c'est parce qu'on continue de la voir elle quand même. Tu vois, elle est tellement iconique que je continue de voir Virginie quand même au Moyen-Âge. Donc du coup, je trouve que voilà, pour son image, c'est dommage ce personnage. Je sais pas. Sinon, je trouve que c'était vraiment une énorme douille cette BA, parce qu'elle m'a créé des attentes que j'ai pas du tout eues, même en termes de thématique, en fait. Parce que, bon, déjà, j'avais dit que j'aimais bien les films d'église un peu sales, un peu sombres et tout, façon Le Nom de la Rose, et je trouve qu'on ne retrouve pas du tout cette ambiance. Je trouve que c'est presque trop propre, trop... Ça aussi, ça fait un peu téléfilm, peut-être. Le côté enquête qui a en moins aussi, on avait imaginé une enquête et tout, un truc... Ouais. Non, mais puis même quand tu vois les décors et les figurants, je trouve que ça fait très... ils sont là pour faire figurants, mais tu vois pas la vie. Moi, je suis d'accord avec toi, l'église, quand tu la vois de l'extérieur, je me suis dit, c'est du carton-pâte, quoi. Ouais. À aucun moment, j'y ai cru. Les pierres, elles ont pas de vie, quoi. Enfin, bon, ça, c'est une chose, mais surtout, je m'attendais, en voyant la BA, qui mettait beaucoup l'accent sur le désir de Virginie, le désir de Benedetta pour Bartholoméa. Et cette rencontre, je m'attendais vraiment à un film qui allait parler, façon Mademoiselle de Park Chan-wook, d'un vrai désir féminin et d'une découverte du plaisir entre femmes et de ce côté transgressif au sein de l'Église. Et en fait, je trouve que, comme disait Kevin, c'est pas du tout l'histoire de ça, c'est l'histoire de Benedetta qui se prend pour Jésus ou qui se trouve lié à Jésus et qui veut refaire la même vie que lui. Non, mais des fois, à un moment, elle lui fait une Weinstein quand même, Benedetta. Il y a une scène quand même, elle est en mode montre pas de tes seins pour que je me branle, quoi. Je veux dire. Non, mais tu sens qu'après elle la force en plus. Elle a investi d'une mission, quoi. Elle a investi d'une mission divine et derrière nous, ce qu'on avait imaginé un peu comme tu dis, Mademoiselle, c'est un bon exemple parce qu'on avait imaginé un peu une histoire à la Mademoiselle dans cette espèce d'époque féodale, quoi. Pas du tout en fait. Oui, et surtout le problème c'est que ça veut quand même de façon un peu opportuniste, je trouve, je sais pas si c'est Verhoeven ou si c'est justement la BA qui nous a donné cette impression d'opportunisme, mais ça veut un peu montrer qu'elle a le droit à être lesbienne et qu'elle a cette forme de liberté, qu'en soi elle est peut-être moderne comme héroïne et tout. Mais en fait, c'est très très mal fait parce que toutes les scènes purement érotiques et de sexe entre les deux femmes, pour moi, ça m'a vraiment atterrée. Ah, mais là, c'est bonjour le mauvais goût, quoi. Tu vois, j'ai pris une note pendant le film tellement j'en pouvais plus. J'ai noté que c'était le catalogue de ce que Verhoeven imaginait des plaisirs féminins. Et en plus, il passe forcément par la pénétration. Enfin, ça me tue, en fait. Elle se doite. Ensuite, elle sculpte un god pour la pénétrer. Attends, bon, ok, j'ai pas de souci. Sans écharpe. Non, attends, vous en parlerez après, mais j'ai pas de souci avec ça, mais c'est juste que la manière même dont c'est mis en scène, il n'y a aucun érotisme, je n'ai rien ressenti, ça m'a pas dressé un poil de bras, et je sais pas si vous avez fait gaffe, mais je trouve qu'il y a des bruitages hyper forts de mouille et tout, mais c'est surfait. C'est le mauvais goût, quoi. Là, on est dans le mauvais goût. C'est un gros fantasme de cum. C'est comme, pour moi, La vie d'Adèle, c'est la scène de sexe, c'est pareil. Keshish, Verhoeven, et c'est juste, ils ont envie de se saigner sur des lesbiennes, ils les ont filmés, c'est tout. Je trouve que ça fait très très fake, et du coup, énormément déçu. Et si vous voulez voir des belles scènes d'amour lesbien, allez voir Mademoiselle de Park Chan-wook. D'autant plus déception parce qu'on défendait un peu Verhoeven sur ça dans notre épisode d'avant, où on disait qu'il savait bien représenter l'homme-femme en toute égalité, mais là vraiment pour le coup tu dis frère, t'as 82 ans, est-ce que tu serais pas en train de virer totalement sénile papy pervers, quoi. Franchement, moi j'étais gêné, quoi. J'ai vraiment des moments j'étais gêné, quoi. Je vais dire
Bon, bref, William. Oui, je vais vous rejoindre. Hein. C'est vrai que, comme a dit Kevin, le film est transgressif dans le sens où il veut choquer, mais sans idée derrière. Donc on n'est pas dans la subversion. Il est transgressif pour simplement être choquer le chrétien et les croyants. Qui s'intéresse? C'est ça, c'est que la provoque, quoi. Pas grand monde, enfin moi en tout cas ça m'intéresse pas. Et ensuite, pour revenir à ce que disait Clémence sur la relation lesbienne, le problème c'est que à la rigueur, imaginons qu'ils se disent, le réalisateur, je veux pas que mes scènes de sexe soient sexuellement stimulantes parce que c'est pas mon propos. Très bien, donc il veut nous parler de la relation qui est derrière, mais moi tous les personnages je les ai trouvés détestables du début. Alors peut-être que Charlotte Rampling, t'as réussi à y voir de la bonté ou quelque chose d'intéressant. Moi je l'ai trouvée aussi méchante que les autres, avec un degré de nuance un peu plus important, mais en fait du début à la fin on a des personnages qui ne pensent qu'à leur tronche, qu'à leur plaisir personnel, parce que même la relation entre les deux femmes, la première partie du film, c'est Bartholoméa qui vient imposer son désir sexuel à Virginie, qui n'en a pas trop envie et qui a l'air de vouloir plutôt le refuser. Il y a ce basculement au milieu du film où il y a cette séquence avec un god sculpté dans une figurine de Marie. C'est ridicule, Paul, c'est ridicule. Voilà, fallait pas le faire. C'est la pure provoque, quoi. C'est ridicule. C'est gratuit, en fait. Après, dans quelle mesure c'est pas dans le bouquin aussi? C'est ça que je me pose comme question. En imaginant que c'est pas dans le bouquin, que ce soit un truc qui c'est ridicule parce que c'est la seule scène où tous les deux partagent cette envie de communier ensemble, et c'est gâché par cet accessoire ridicule et des phrases du genre ma main rentre pas, ou enfin vraiment c'est nul. Non, le pire c'est quand elle lui tend le truc et que Virginie touche le bout du god et qu'elle dit c'est un peu rugueux ici. Voilà. Une écharde. Donc c'est retaille-le un peu. Voilà, c'est ridicule. Et ensuite, quand on arrive dans la deuxième partie du film, c'est plus Bartholoméa qui vient imposer son désir sexuel, c'est Virginie qui ne pense plus qu'à elle et prend plus en compte la vie de sa partenaire, ce qui fait qu'en fait, t'as pas un personnage que t'as envie d'aimer. Parce que l'archevêque, il est horrible. Les nonnes, elles sont d'une violence entre elles qui est incroyable. La Rampling, elle change d'avis à la fin, mais ça permet pas de pardonner toutes les actions qu'elle a dans le film d'avant. Bartholoméa, elle est horrible. Virginie Efira, moi je suis d'accord avec Kevin, la mise en scène nous fait comprendre que c'est une mythomane. Alors à la fin, le film essaie de te faire comprendre que c'est une maladie. Et oui, la mythomanie, c'est une maladie, et malheureusement, c'est des gens qui sont dans un mensonge, essayent d'y croire, se convainquent, et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment volontaire? J'en sais rien, mais clairement, c'est une mytho, puisque on a des preuves. À la fin, on a un bout de porcelaine, il y a une fille qui pense l'avoir vu, bon. Et du coup, il n'y a aucun personnage auquel tu... Parce que même les paysans qui sont à l'extérieur, c'est des fous furieux. Ouais. C'est-à-dire à la fin, ils massacrent des gens, il y a la peste et tout le monde... Enfin, je sais pas, c'est... Ça aurait pu être intéressant. Moi, j'ai bien aimé quand il a introduit la peste et tout, parce que c'est vrai qu'on est en pleine époque de peste, de machin. Vraiment, en plus, je trouve que c'est bien retranscrit. C'est dégueulasse en mode peste, parce que la peste, c'est très jojo. T'as dit ça tout à l'heure, mais je voudrais juste rectifier un petit truc historiquement. Le Moyen-Âge, c'était pas aussi crado qu'on le croit. Faut savoir que la Renaissance, tout est dans le nom. Pour renaître, il fallait donc qu'il y ait quelque chose de mauvais avant. Donc à la Renaissance, on a fait une propagande autour de l'époque du Moyen-Âge pour dire que c'était crado, que les gens étaient sales, alors qu'il y a eu beaucoup plus d'avancées hygiéniques au Moyen-Âge qu'à la Renaissance. On a inventé les égouts au Moyen-Âge. Voilà. Et en fait, la peste bubonique, ça a duré presque 200 ou 300 ans en Europe. Donc en fait, ça n'a jamais été genre des grosses épidémies. Enfin, il y a eu des pics d'épidémies, mais vraiment tel que c'est représenté, c'est ridicule. Enfin, vraiment, ça rajoute un peu plus de sueur et de... Ouais, ça rajoute du grain au film, de provoque, quoi. Et de sang, et de crasse à tout ça. Et franchement, ça rend tout dégueulasse, en fait. Et c'est le problème, c'est que t'en ressors et t'es en mode souillé, quoi. Mais tu dis, mais... C'est bien. Il y a des films qui peuvent te souiller et tu te dis, j'ai été souillé, mais c'est pour m'apporter une certaine vision, une certaine compréhension de ce que l'auteur veut faire retranscrire et tout. Là, pour le coup, tu sens vraiment, comme disait Kevin, que c'est juste un truc anticlérical où il y va à fond. Oui, il n'y a pas de nuance. Mais le problème, c'est que ça dessert absolument pas toutes les causes LGBT. Enfin, moi, du moins, je sais pas ce qu'en pensent les gens qui sont LGBTQ+. J'en sais rien, mais à mon avis, ils ont dû ressortir pareil que nous, quoi. Oui, ils ont pas dû se sentir. C'est caricatural. Oui, c'est totalement caricatural, quoi. Tu dis mais vraiment papy pervers. Allez, après je vais souligner deux trucs qui m'ont plu quand même dans le film, histoire de essayer de contrebalancer pour qu'on soit pas aussi les proutes. Non. Très bon fond sonore. Non, mais je vais. Alors il y a il y a une scène qui m'a plu au tout début du film, c'est la toute première où on te présente le personnage de Benedetta, pardon. Voilà, elle est petite, elle balance une injonction à des brigands et il y a le hasard qui fait qu'il se passe un truc et du coup tout le monde croit que c'est elle qui l'a provoqué. C'est bien parce que ça te construit le personnage tel qu'il va être pour le reste. Elle provoque des choses en ayant du culot et comme quoi le culot ça marche. Et la deuxième scène que j'ai bien aimée, c'est avec Lambert Wilson. Quand il est dans l'église à la fin, ils vont faire son procès et je sais plus, il y a une sœur qui rentre qui lui demande les doléances de Benedetta avant qu'elle se fasse brûler. Il lui dit jusqu'au bout elle aura tenu son rôle, mais comme nous tous. Et il y a une sorte, je trouve, de cynisme dans cette phrase qui est genre chacun sait que on est dans notre rôle, peu importe finalement
qu'elle soit lesbienne, qu'elle soit pas lesbienne, peu importe, j'avais décidé que j'allais la brûler, et peu importe ce qu'elle peut me dire, je vais la brûler de la même manière qu'elle. Peu importe les preuves qu'on a, qu'elles soient fausses ou vraies dans son attitude, elle va continuer à dire que elle c'est une envoyée de Dieu. Il y a des petits moments comme ça comiques et cyniques qui marchent bien et qui sont clairement ultra provoques, mais qui sont du coup fonctionnent, mais qui sont trop disséminés comme ça par-ci par-là. C'est pas assez en fait. Qui vont tirer un sourire, un petit rire, mais en vrai des fois il y a des scènes, c'est Monty Python quoi, mais ratées quoi. Genre la scène où ils sont là, Benedetta ferme la porte de la ville, genre les gens ils doivent pas passer. Et là t'as Lambert Wilson qui arrive avec sa troupe, laissez-moi passer et tout. Je suis le nonce. Et t'as les soldats qui sont là, non tu passeras pas. Après t'as la porte qui s'ouvre. C'est limite t'as pas un mec qui fait les bruits de sabots derrière, tu sais. Tout le monde rigolait dans la salle, un truc de ouf. Et là, t'as une armée qui sort. Vous passerez pas. Si, je passe. Ok. Et elle fait what the fuck. Je suis le nonce, je passe. Après, il y a des moments très drôles, mais tu dis, il y a des moments, c'est des inconnus. Quoi. C'est Jésus de le retour. Tous tes passages avec D'où Jésus, le sauveur. Avec mon d'où Jésus, mec. Avec une vision avec Jésus. Alors, elle rêve. Il y a des moments pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui s'en battent les couilles, mais il y a des moments où elle rêve de Jésus, où elle a des visions de Jésus, où Jésus arrive, mais vraiment, c'est le sketch des inconnus. C'est Rambo. Va voir là-bas si j'y suis. Et il y était. Non mais en vrai tu soulèves un truc important, je pense parce qu'on n'en a pas parlé encore de la dimension mystique du film, parce que je pense que même si elle est ratée, elle est là quand même. T'as vraiment plein de trucs, genre la comète, t'as les visions de Benedetta avec Jésus qui touque des têtes avec son épée, le renversement un peu où ils font Jésus belliciste comme on dit. Il y a le Jésus sans bite aussi à un moment. Et il y a le Jésus sans bite à un moment, parce que pourquoi on ne sait pas, mais bref. C'est pour parce que sa bite on sait où elle est, c'est Benedetta qui l'a taillée. À ce moment-là, il la cache. En vrai, c'est ça, je pense, le symbole du film. Hein. C'est même pas une vanne. Je pense que c'est ce qu'il a voulu exprimer, le gars. Ah oui. Mais c'est difficilement compréhensible après tout ça. Mais c'est raté, quoi. Et puis même le plan du serpent. Enfin, je pense qu'il a voulu essayer de trouver un équilibre entre. C'est pas parce que t'es mystique que t'es religieux. De toute façon, la religion institutionnalisée, c'est de la merde. Tout. Enfin, un discours juste en clérical classique. Mais c'est tellement mal fait. C'est tellement dommage, quoi. Moi, ce que je trouve très raté, en fait, c'est que tu sens bien que c'est le même Verhoeven qui avait fait Basic Instinct, ou même elle plus récemment, et qui s'amuse à jouer sur l'ambivalence de ces personnages féminins et à tenir jusqu'au bout un mystère, un truc qui va faire s'interroger le spectateur en mode est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est méchante, est-ce qu'elle ment, est-ce que c'est elle qui a fait ça ou pas, ou l'autre. Et du coup, c'est vraiment le même principe qu'il a appliqué, sauf que, comme vous disiez, c'est très très raté parce qu'on en a absolument rien à foutre. On n'est pas attaché à Benedetta. On n'est pas attaché à aucun des personnages. Aucun, zéro empathie pour aucun des personnages. Moi, j'ai hâte d'avoir l'avis du pape sur ce film. mais lui, il va être plus choqué par Jésus qui a une épée que par le reste, de toute façon. C'est en fait le vrai blasphème, entre guillemets, il est là. Ah ouais, mais bon, Jésus qui vient couper la tête des serpents, frère, c'est priceless. Et en vrai, ça m'a fait penser à un film que je vous conseille, c'est Jesus Fist. Qui est... Oula. Alors c'est pas un porn. C'est un court-métrage d'horreur. C'est un court-métrage d'horreur où c'est Jésus contre des zombies qui défonce des zombies romains. Et vous allez finir par vous aimer, bordel de merde. Mais c'est trop bien, c'est hyper gore. À la fin, il y a des cow-boys, tu sais pas pourquoi. Enfin bref, je vous conseille, c'est espagnol, c'est celui qui a fait comment il s'appelait, Brutal Relax. Et Brutal Relax, c'est un court-métrage sur un mec qui a des problèmes de colère. Un mec qui est en burn-out et qui va en vacances à la plage et qui se retrouve face à des hordes de zombies qui sur la plage. Et du coup, grâce à la colère, il les défonce. On prend note, Jesus Fist, belle rococo. En parlant de rococo, tiens, parce que je pense que les avis là c'est bon. Vous avez plus rien à dire. Bah écoute, t'as détesté, tout le monde a détesté. Très bien, tout va bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Détestage. Et du quoi ? Saint-Détestage. Ah. Voilà, bon, on va aller faire un tour du côté de nos rococos pour la rubrique suivante. C'est parti. À qui le rococo ? À qui le recommandez-vous ? À qui le rococo ? À qui le recommandez-vous ? À qui Les rococos, les recommandations. On va recommander le film avec beaucoup de mauvaise foi, je pense, pour le coup. Parce que ce film n'est pas forcément recommandable. Passez votre tour. Allez voir Titan qui a gagné la Palme d'Or. Plutôt, allez voir Fast and Furious si vous avez envie de décrocher votre cerveau, mais allez pas vous faire. Tu dis ça, on les a pas encore vus. Ça se trouve, c'est. Palme d'Or, ça doit être bien, je pense. Mais non, c'est Julia Ducournau, quoi. Oui, bah oui. Et allez pas voir Benedetta. Mais par contre, on va recommander ce film à des personnes précises. Oui. Tour de table des rococos. Clémence, des rococos pour la semaine. Oui, j'avais pas envie de le recommander à qui que ce soit, mais ça peut toujours intéresser les masophiles. Vous savez ce que c'est ? Non. C'est les gens qui aiment la douleur ? Non. Les masophiles, c'est ceux qui adorent fétichistes des seins. Parce que pour le coup, il y a une bonne poignée de seins en statue, en vrai, blessés, pas blessés, qui crachent du lait. Il y en a pour tous les goûts. Il y a beaucoup de seins. Oui. Boob World. Et une seins.
Kevin, t'es rococo. Moi, j'aimerais recommander ce film à tous les commerciaux de la marque Lotus, du PQ, quoi. Parce qu'il y en a pas au couvent, ils utilisent du foin, les pauvres, aller chez elles, quoi. Cool. J'avoue, putain, elle doit avoir des sacrés hémorroïdes. Plus que des hémorroïdes, frère. Enfin bon, bref, ça doit être une fourmilière, leur. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Putain, cette scène de chiottes, de latrine. C'est ma scène préférée du film. Ça puait déjà. William. Oui, bah moi je vais le recommander à tous les ébénistes. Hein, si vous savez pas trop comment poncer votre bois, le film vous montrera comment. Ça rejoint un peu Maro Coco parce que je vais recommencer ce film à tous les magasins du plaisir de Pigalle parce que vous avez un nouveau modèle là. Vous avez un nouveau truc et ça peut faire fureur, hein. Le God Vierge Marie, les gars, ça va s'arracher. Oh my god, oui. Oh my god, oh god, oh my god. Oh my god. Dans American Pie, oh god, oh my god. C'est le God Béziou, tu vois. Ah là là. Et ben voilà, pour le dernier match retour de la saison, on est parti sur une belle douille. Voilà. On est arrivé sur une belle douille et puis on repart sur une belle douille. La boucle est bouclée. Je pense qu'on peut se dire au revoir et puis on va faire un peu le bilan de la saison 2 aussi. Et puis après on ira en vacances. Allez, on lance ça. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà. La saison 2 de Feta BA, riche en émotions, riche en actions. Entre un Covid, des grèves de métro, tout ça, ça a été un bordel incroyable. On a quand même tenu, on a été absent longtemps, mais on est encore là, on est présent. Et elle se termine sur ces quelques mots là qui arrivent. Sur la BA de Kaamelott que nous on ira voir avec nos passes sanitaires, hein, ça on en reparlera, mais bon c'est pas le moment là aujourd'hui, ou bien nos tests PCR, on n'aura pas le choix de toute manière. Et puis Benedetta qu'on va très vite oublier, je l'espère, et puis plus regarder Starship Troopers ou Robocop. Est-ce qu'on se ferait pas un petit bilan comme ça de la saison 2 parce que elle s'achève, c'est un peu triste. J'ai une pensée déjà avant de partir sur le bilan à tous nos copains qui sont pas là. Je pense à Clément, Johanna qui sont en train de suer sous le soleil d'Avignon. Marion qui a été découpée en deux par Marion qui a été par le calculateur. Le calculateur l'a déjà chopé. Erwan qui aurait dû aussi être là mais qui ne peut pas parce que monsieur est déjà en vacances, mais bon, qui a une grosse pensée pour nous et pour vous aussi auditeurs et qu'on va retrouver évidemment en saison 3. Et puis vous autour de la table qui êtes là aussi. Est-ce que si vous avez une chose à retenir, voilà, les derniers petits tours de table comme ça, vous avez une chose à retenir de cette saison 2, qu'est-ce que ce serait, William? Moi, qui est arrivé, qui est le nouveau de la bande. Je suis arrivé cette année. Et moi, ça serait l'épisode qu'on a commencé à enregistrer sur Drunk et qu'on a perdu à la fin et qu'on n'a jamais diffusé parce qu'on était tous beaucoup trop bourrés pour faire attention. Je sais pas si on l'avait déjà dit dans un de nos épisodes, mais on a fait deux enregistrements de Drunk et un premier qui a été catastrophique parce qu'on a suivi la règle. On a suivi la règle. On a vite dépassé. On a fait exactement ce que faisaient les personnages. Fait, la vérité, c'est qu'il y a eu 2 enregistrements et demi de Drunk. La vérité, c'est que le premier a été perdu par une maladresse de personnes ivres et c'est moi. Et après on a essayé de l'enregistrer dans la foulée et c'est là que je pouvais plus, la motivation était là mais pas l'addiction. C'est là que le degré d'alcool dans le sang était un peu trop Matt élevé. Mikkelsen, match retour. On a inventé une nouvelle langue, clairement. Et c'était limite pas diffusable, donc c'est vrai. Mais on a un très bon épisode sur Drunk et puis qu'on vous ça conseille. fait un bon souvenir, donc c'est un beau souvenir doux amer à l'image du message de Drunk. À l'image des cocktails que nous avons bu. On a un autre épisode aussi alcoolisé qui peut être un bon souvenir. Est-ce que ce serait pas bon souvenir? Ah non, quand j'ai passé tout l'épisode dehors là. Ouais, c'est pas un bon souvenir. Ah non, c'était pas drôle, j'ai même pas eu de pastis et tout. Non, c'était pas un mauvais bon souvenir pour Kevin, mais nous on a passé un très bon moment avec Jean-Mi. Coucou Jean-Mi. Jean-Mi, oui, voilà, mon cousin de Perpignan qui nous a ramené une petite cargaise de pastaga qu'on s'est bien sifflé pour l'épisode sur les Mitchell, l'épisode 51 évidemment. Hein, vous savez, on est très très subtil ici à Feta BA. Donc l'épisode 51. C'était un épisode alcoolisé. Vivement l'épisode 86. L'épisode 86, on vous laisse deviner ce qu'on boira. Est-ce que j'aime bien ce que tu dis ça comme si pour les autres épisodes on buvait jamais d'alcool quoi. Oui, mais bon, on n'en boit pas autant. Voilà, pas tant que ça. Clémence, qu'est-ce qui t'a marqué toi de commencer un truc trop bien, mais j'espère que tu voulais pas le dire aussi Romain parce que c'est quand même un gros truc. C'est le live qu'on a fait sur Godzilla versus Kong et particulièrement notre intro chantée parce que en fait j'ai tellement aimé, j'adore quand on chante.
Et j'ai adoré qu'on invente cette chanson avec la partie King Kong qui chante juste avant le live en impro presque, alors qu'on était ultra stressés. Et franchement, commencer notre premier live plein de stress en chantant, c'était juste magique. C'est un super souvenir. C'est un super souvenir. On a passé toute la journée ensemble. On s'est mis une grosse caissasse après, évidemment. Mais pour le live, ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. On était bien organisé malgré. En fait, on a trouvé de l'organisation dans notre bordel habituel et on s'est rendu compte que c'est possible. Et vous reprécisez que c'était le live dans le cadre du festival Podren, que l'on salue. Pod Nantes. Bisous Pod Nantes. Ils vont faire une belle expérience. Et avec un peu de chance, on vous verra peut-être en vrai l'année prochaine. Écoute, sauf 6ème vague impromptue. T'es déjà sur la 6ème alors qu'on est. Okay. Oh, je m'attends à tout. J'espère qu'on remettra ça, c'était trop bien. On remettra ça évidemment, puis on espère avoir des mouilles devant nous parce que c'est quand même plus rigolo de. Des mouilles. Oh là, attention Benedetta. C'est parce que je suis dans Camelot en ce moment. Je suis dans Camelot, ils disent mouilles. Ah oui, tu parles comme ça. C'est pour ça. Mais moi je veux bien dire mes vrais bons moments parce que j'ai parlé d'un moment que j'ai pas aimé, j'étais dehors. Derrière la vitre. Mais j'ai deux purs souvenirs, c'est quand c'est 2 fois quand on a fait. Qu'on a fait les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, quand on a fait le petit scénario que Clément nous avait écrit, marrant, qui était super drôle, et puis quand on l'avait fait pour la Snyder Cut avec Batman, c'était marrant. Ça, c'était un bon épisode Snyder Cut. Et puis oui, tu rejoins du coup mon bon moment. Moi, un des moments que je retiendrai, c'est la découverte du seul. La découverte. Sébastien Mouret. Sébastien Emmanuel Mouret, qui maintenant va certainement devenir un gimmick ici à fond dans Fetabea. Et quel bon moment que d'avoir fait les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, ce beau film de merde, mais qui nous a permis de rire comme jamais. Marqué à jamais. Voilà. Donc une pensée à Clément qui nous a écrit ça. Et à Manu. Voilà. Et à Manu évidemment. Pour ton prochain film, on va pas te louper mon gars. Et évidemment, on fera un épisode spécial. On est prêt à aller le voir en avant-première. Il va devenir un gimmick. Bon, en tout cas, je voulais terminer en remerciement. Donc, merci vous tous autour de la table. Merci Kevin, merci Clémence, merci William d'avoir continué l'aventure pour cette saison 2. Merci à toi, maître de cérémonie. Oui, je vous en prie. Et oui, merci à toi surtout. Extrêmement plaisir. Merci à tous les autres de la bande qui sont déjà loin en vacances et qu'on espère déjà très bronzés. Et puis surtout, merci à vous, les auditeurs, qui êtes là toujours derrière et qui nous écrivez des petits messages très sympas sur les réseaux. Donc retrouvez-nous sur les réseaux si vous venez découvrir avec cet épisode. Et puis le site fetabea.fr qui est toujours là. Vous pouvez aller le vérifier. Et je pense évidemment encore à Emmanuel Mouret. Je l'ai dans mon cœur. Je vous ai dit, ça va devenir un gimmick. Et en parlant de gimmick, on avait aussi essayé de lancer un gimmick musical, je sais pas si vous vous en souvenez. En début de saison. Et j'aimerais qui est mort dans l'œuf. Le Covid a littéralement décimé notre musique et on va se quitter sur cette belle et unique musique qui est fédératrice. Le Madison. Madison. Hop, un pas à droite. Un pas à gauche. Pense à toi, Jojo. Et on tourne. Ça, c'est une pensée pour toi, Johanna. Casse-dédi. La reine du Madison. Hey. N'oubliez pas des promotions sur toutes les crevettes. La tête à l'endroit, la tête à l'envers. Un joyeux anniversaire à tous les gens dont c'est l'anniversaire. Et on vous fait des gros bisous et à la saison prochaine, saison 3 Fetabea coming soon. Bientôt peut-être. Je dis toujours peut-être parce qu'on sait jamais. Oui, tout est bien qui finit bien. Ah, super. Yeah. Allez, on ralentit pas. J'ai fait un backflip. On garde le rythme. C'est ça qu'on aime. Super. Il fait ce petit jeu de pied, Kevin. Attends, regarde faire du twerk. Oh, mais attends, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Oula. Toutes les données sont calculées. Oh merde. Qu'est-ce qu'il fout là? Activation de la fonction cliffhanger. Préparez-vous à vous faire couper en deux pour la saison 3. Cliffhanger? Un cliffhanger là. Ha 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 ha.